Ce soir-là, j'ai entendu 3 mots qui ont tout changé. Ça sent la pauvreté. Ils sont sortis en claquant la porte, les valises traînées sur le gravier comme des accusations. Mon fils et cette femme qu'il avait épousée. Je suis restée debout dans l'entrée, les clés de ma maison serrées dans ma main droite, sans savoir encore qu'en 2 heures, ma vie allait basculer d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Je m'appelle Léa Renaud, j'ai 66 ans. Et voici ce qui s'est passé le jour où j'ai compris que parfois, la dignité coûte très cher, mais le silence coûte encore plus. Tout a commencé un mardi après-midi de novembre. J'habitais seule depuis la mort de mon mari, Alain, 3 ans plus tôt. Une maison modeste mais propre, dans le 15e arrondissement de Paris. Pas de marbre ni de lustre, non. Juste un appartement au 2e étage, avec des meubles en bois massif qui sentaient encore la cire d'abeille, des rideaux en lin brodés par ma mère, et un balcon où je faisais pousser des géraniums roses. Alain avait été comptable, moi, institutrice. On avait élevé notre fils, Julien, dans la simplicité et le respect. On ne roulait pas sur l'or, mais on ne devait rien à personne. C'était notre fierté. Quand Julien m'a présenté Amélie, j'ai tout de suite senti quelque chose, comment dire, une distance polie. Elle souriait, mais ses yeux jugeaient. Elle venait d'une famille aisée de Neuilly-sur-Seine. Son père dirigeait une société d'import-export. Sa mère organisait des galas de charité. Amélie portait des sacs Hermès et parlait de vacances aux Seychelles comme on parle d'un aller-retour à Lille. Mais Julien l'aimait. Alors j'ai souri, j'ai préparé le dîner. J'ai sorti la porcelaine de ma grand-mère. J'ai fait comme on m'a appris, accueillir avec chaleur, même quand on n'est pas sûr d'être bienvenu. Le mardi donc, Julien m'a appelé. « Maman, on peut venir dormir chez toi quelques jours ? Amélie et moi, on fait des travaux dans l'appartement. »« Bien sûr, mon chéri, tu es toujours chez toi. » Ils sont arrivés en fin d'après-midi. Amélie est entrée en regardant autour d'elle avec une expression que je connaissais trop bien, celle qu'on a devant un musée poussiéreux. « Bonjour Léa », a-t-elle dit, sans un sourire. Elle ne m'a jamais appelée belle-maman. Toujours Léa. Comme si ce lien familial la gênait. J'avais préparé la chambre de Julien. Drap frais, serviettes propres, un petit vase de fleurs sur la commode. Rien de luxueux, mais tout fait avec amour. Elle a posé sa valise Louis Vuitton sur le lit, inspecté la salle de bain, puis elle est revenue dans le salon. « Léa, je peux te parler franchement ?» Mon cœur s'est serré. Bien sûr. Elle s'est assise sur le canapé, jambes croisées, comme une juge sur son estrade. Cette maison, elle est très, comment dire, désuète. Julien mérite mieux, nous méritions mieux. J'ai senti mes doigts se crisper autour de la tasse de thé que je tenais. Désuète ? Oui, vieillotte. Ça sent, elle a cherché ses mots, ça sent l'ancien, le renfermé, la pauvreté en fait. Le silence qui a suivi a duré une éternité. Julien est entré à ce moment-là, son téléphone à la main. « Maman, tu as du Wi-Fi ici ?» Amélie s'est levée d'un bond. « Julien, on ne peut pas rester ici. C'est impossible. »« Comment ça ? Regarde autour de toi. Cet endroit, ce n'est pas pour nous. » Mon fils m'a regardé. J'ai vu une hésitation dans ses yeux. Une petite hésitation qui m'a brisé le cœur. « Amélie, c'est la maison de ma mère. Justement, elle a vécu sa vie. Mais nous, on commence la nôtre. Et je refuse de m'installer dans un endroit qui me déprime. » Elle s'est tournée vers moi. « Sans offense, Léa, mais on va aller chez mes parents. Ils ont une villa à Neuilly, 4 chambres, piscine, salle de sport, un vrai lieu de vie moderne. » J'ai posé ma tasse. « Amélie, vous êtes libre de partir si vous le souhaitez. »« Oh, on le souhaite. » Elle est retournée dans la chambre. J'ai entendu la fermeture éclair de sa valise, le bruit sec, violent. Julien est resté planté là, les mains dans les poches. « Maman, Va, mon chéri. Tu comprends, c'est compliqué. Je comprends. » Mais je ne comprenais pas. Pas vraiment. Ils sont partis en traînant leurs valises sur le gravier de l'allée. Amélie marchait devant, le menton levé. Julien la suivait, courbé sous le poids de la honte. Il ne s'est pas retourné. Je suis restée dans l'entrée, les clés de ma maison toujours dans ma main. Ces clés qui ouvraient une porte qu'elle avait jugée indigne. Et pendant que je les regardais disparaître au coin de la rue, une pensée étrange m'a traversée. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez ? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. Mais à ce moment-là, je ne savais pas encore. Je ne savais pas qu'en moins de 2 heures, il reviendrait. Les visages pâles, les mains tremblantes, et que ce qu'ils allaient découvrir chez les parents d'Amélie changerait tout. Après leur départ, je suis restée longtemps dans l'entrée. Les clés dans ma main étaient devenues chaudes. Je les ai regardées comme si je les voyais pour la première fois. C'étaient les mêmes clés qu'Alain m'avait données le jour où nous avions emménagé ici, il y a 38 ans. « Tiens, ma Léa, c'est notre chez nous maintenant. » Il avait attaché un petit ruban bleu au trousseau, bleu comme mes yeux, disait-il. Ce ruban est toujours là, un peu défraîchi, mais présent, comme une promesse qui tient encore. J'ai refermé la porte doucement et j'ai pleuré.
Cette maison que venait de mépriser Amélie, c'était toute ma vie. Chaque meuble racontait une histoire. Le buffet en chêne dans la salle à manger, acheté aux puces de Saint-Ouen, un samedi matin de printemps. Alain l'avait restauré lui-même, poncé, ciré, pendant des semaines. Tu verras, Léa, il va durer 100 ans. La table où nous prenions nos repas, c'est là que Julien a fait ses devoirs pendant 15 ans. Je vois encore ses cahiers éparpillés, son stylo bleu mâchouillé, ses questions. Maman, comment on écrit hirondelle? Le canapé du salon? Nous l'avions choisi ensemble, Alain et moi, après avoir économisé pendant 6 mois. Bleu marine, tissu épais. Il faut qu'il soit solide, disait mon mari, pour qu'on puisse s'y asseoir encore quand on sera vieux. Nous y sommes devenus vieux. Lui d'abord, moi ensuite, seul. Alain est mort un jeudi matin de février. Crise cardiaque. Brutale. Sans prévenir, il était parti acheter des croissants à la boulangerie du coin, comme tous les jeudis. Je l'attendais avec le café chaud. J'ai entendu la sirène de l'ambulance. J'ai su. On ne se remet jamais vraiment de ce genre de choses. On apprend juste à vivre avec un vide qui ne se comble pas. Après sa mort, j'aurais pu vendre, déménager dans un studio plus petit, plus pratique. Mais je n'ai pas pu. Cette maison, c'était lui. C'était nous. C'était Julien enfant qui courait dans le couloir en riant. Comment expliquer ça à quelqu'un comme Amélie? Elle n'avait vu que des meubles anciens et du papier peint vieilli. Moi, je voyais 38 ans de bonheur modeste, de dimanches en famille, de Noël autour de la cheminée, de nuits où Alain me serrait contre lui en murmurant « On n'est pas riche, Maléa, mais on est bien ». Julien était notre trésor, un enfant calme, doux, curieux. Il adorait les livres. Je lui lisais des histoires tous les soirs, assis sur le bord de son lit. Le Petit Prince, les contes de Perrault, Croque-Blanc. Il s'endormait en tenant ma main. Quand il a eu 10 ans, Alain lui a construit une étagère dans sa chambre. Pour que tu ranges tes livres, mon bonhomme. Un homme qui lit, c'est un homme libre. Cette étagère est toujours là, avec les livres d'enfance de Julien. Amélie a dû les voir quand elle a inspecté la chambre. Elle a probablement pensé « Quelle misère !» Mais ces livres valaient plus que tous ces sacs de luxe. J'ai repensé au jour où Julien m'a annoncé son mariage. Il était venu seul, un samedi après-midi. Nerveux, heureux, mais nerveux. « Maman, je vais me marier. »« Oh, mon chéri, c'est merveilleux. Elle s'appelle Amélie. Elle est différente. Le mot était bien choisi. Différente comment? Elle vient d'un autre milieu, plus aisé. Mais elle m'aime, maman, et je l'aime. J'avais souri, pris ses mains dans les miennes. Alors c'est tout ce qui compte. Mais au fond de moi, une petite voix murmurait « Fais attention, Léa. Les gens qui viennent de trop haut oublient parfois de regarder en bas. » J'avais chassé cette pensée. Une mère doit soutenir son fils, même quand elle a peur. Le mariage a eu lieu dans un château de la vallée de Chevreuse. 300 invités, orchestre, feux d'artifice, champagne Krug. Les parents d'Amélie avaient tout organisé. Alain et moi étions là, un peu perdus au milieu de ce faste. Nous portions nos plus beaux vêtements, mais nous nous sentions déplacés. La mère d'Amélie, Françoise, m'avait salué d'un hochement de tête poli. « Vous êtes la maman de Julien ? Enchantée. » Elle ne m'a plus adressé la parole de la soirée. Le père, Bertrand, un homme sec au regard calculateur, avait serré la main d'Alain. « Alors comme ça, vous êtes comptable ? » « Oui, c'est bien ça. Un métier stable. » Le mot « stable » sonnait comme un jugement. Alain m'avait pris la main sous la table. « Ne t'en fais pas, Maléa. L'important c'est que Julien soit heureux. » Mais était-il heureux, vraiment? Ce soir-là, après leur départ avec les valises, je me suis assise sur le canapé. J'ai posé les clés sur la table basse. Je les ai regardées longtemps, et j'ai pensé à une phrase qu'Alain disait souvent. « Léa, une maison, ce n'est pas ce qu'on y met, c'est ce qu'on y vit. » Amélie n'avait rien compris. Elle avait vu un appartement vieillot. Elle n'avait pas vu les rires, les larmes, les anniversaires, les repas partagés, les nuits où Julien faisait des cauchemars et venait se blottir entre nous. Elle n'avait rien vu. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Je suis restée assise là, dans le silence de ma maison. Dehors, la nuit tombait. Les lampadaires s'allumaient un à un dans la rue. Et c'est à ce moment-là que mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai décroché. Allô? Une voix d'homme. Grave. Officielle. Madame Renaud? Ici le commissariat du 17e arrondissement. Votre fils, Julien Renaud, souhaite vous parler. Mon sang s'est glacé. Que s'est-il passé? Il vaudrait mieux qu'il vous explique lui-même. Je vous le passe. Un silence. Puis la voix de Julien, brisée. Maman, il faut que tu m'aides. Maman, il faut que tu m'aides. La voix de Julien tremblait. Ce n'était plus la voix d'un homme de 32 ans. C'était celle d'un enfant perdu. Julien, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'appelles du commissariat? Je ne peux pas t'expliquer au téléphone. On arrive. On revient chez toi. Vous revenez? Mais, s'il te plaît, maman, ouvre-nous la porte. Il a raccroché. J'ai regardé le téléphone dans ma main, le cœur battant. Une mère sent toujours quand son enfant est en danger. C'est un instinct qui ne vous quitte jamais, même quand cet enfant a grandi,
même quand il vous a blessé. J'ai attrapé les clés sur la table, le ruban bleu pendait, défraîchi mais toujours là, et j'ai attendu. 20 minutes plus tard, j'ai entendu des pas précipités dans l'escalier, puis des coups à la porte, frénétiques. « Maman, maman, ouvre !» J'ai ouvert. Julien était là, le visage blanc comme un linceul, ses cheveux en désordre. Sa chemise sortit du pantalon. Derrière lui, Amélie, les yeux rouges, le maquillage coulé. Elle, qui était toujours si impeccable, si hautaine, ressemblait maintenant à une poupée brisée. « Mon Dieu, Julien, qu'est-ce qui… » Il est entré en titubant, traînant les valises, les mêmes valises qu'ils avaient emportées 2 heures plus tôt. Amélie l'a suivi sans un mot, sans me regarder. J'ai refermé la porte. « Asseyez-vous, je vais vous faire du thé. »« Non !» Julien a crié. « Pas de thé, pas maintenant. Maman, il faut que je te raconte. » Il s'est effondré sur le canapé. Amélie s'est assise à côté de lui, les mains sur le visage, secouée de sanglots silencieux. « On est arrivé à Neuilly », a commencé Julien, la voix hachée. La villa de ses parents. Une belle propriété, rue Madeleine Michelis. Amélie avait les clés. On est entré par le portail. Et là, il s'est interrompu, les yeux fixés sur un point invisible. Et là, il y avait des voitures de police. 3 voitures. Et un fourgon. Des hommes en costume sortaient des cartons de la maison. Des dossiers, des ordinateurs. Amélie a gémi doucement. « Continue », ai-je dit. On s'est approché. Un homme nous a arrêtés. Un officier de justice. Il nous a demandé qui on était. Amélie a dit qu'elle était la fille des propriétaires. L'homme a hoché la tête. « Vous feriez mieux de ne pas entrer, mademoiselle. » Mais qu'est-ce qui se passait? Julien a avalé sa salive. Les parents d'Amélie, Bertrand et Françoise, ils étaient menottés. Le silence qui a suivi était assourdissant. Menottés? Oui. Sa voix n'était plus qu'un murmure. Ils sortaient de la villa, encadrés par des policiers. La mère d'Amélie pleurait. Le père gardait la tête haute, mais je voyais bien qu'il était fini. Amélie a relevé la tête. Ses yeux, d'habitude si froids, étaient maintenant noyés de terreur. Ils nous ont dit que c'était une erreur, a-t-elle chuchoté. Une erreur administrative, que tout allait s'arranger. Mais ce n'était pas une erreur, a coupé Julien. Il a sorti son téléphone, les mains tremblantes, et m'a montré un article de presse qu'il avait consulté. Vaste opération de blanchiment d'argent à Neuilly-sur-Seine. Un couple d'entrepreneurs arrêtés. J'ai lu les premières lignes. Bertrand et Françoise D., propriétaires d'une société d'import-export basée à Paris, ont été interpellés ce mardi dans le cadre d'une enquête sur un réseau international de blanchiment d'argent. Selon nos informations, le couple aurait blanchi plusieurs millions d'euros via des sociétés écrans établies dans des paradis fiscaux. Les autorités ont saisi l'ensemble de leurs biens. Villas, véhicules, comptes bancaires. J'ai reposé le téléphone. Mon Dieu, tout est bloqué, a dit Julien, la voix brisée. La villa, les voitures, même leurs comptes, tout est saisi. La justice va tout vendre pour rembourser, je ne sais même pas qui, des créanciers, des victimes. Amélie s'est remise à pleurer. Comment c'est possible? Comment ton père a menti, a dit Julien brutalement. À tout le monde, pendant des années. Sa société d'import-export, c'était une façade. Il blanchissait de l'argent sale, de la corruption, de la fraude. Non, si. Julien serrait les poings. Et nous, on vivait sur cet argent. Ton sac Hermès, tes vacances aux Seychelles, le mariage dans le château, tout ça c'était de l'argent volé. Amélie a gémi comme un animal blessé. Je me suis assise dans le fauteuil en face d'eux. Mon cœur battait vite, mais ma voix est restée calme. Et maintenant, que comptez-vous faire? Julien m'a regardé. Ses yeux étaient ceux d'un naufragé. On n'a nulle part où aller. L'appartement qu'on louait, c'est le père d'Amélie qui payait le loyer. On n'a rien, maman. Rien. Et vos économies? Quelles économies? Il a ri amèrement. On vivait au-dessus de nos moyens. Restaurants, voyages, cadeaux. On pensait que ça durerait toujours. Amélie a relevé les yeux vers moi. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle ne me jugeait pas. Elle me suppliait. Léa, je sais ce que j'ai dit tout à l'heure. Je sais que j'ai été horrible. Mais je t'en prie, laisse-nous rester ici. Juste quelques jours. Le temps qu'on trouve une solution. J'ai regardé les clés posées sur la table basse. Le ruban bleu ondulait doucement dans le courant d'air. Cette maison qu'elle avait méprisée. Cette maison qui sentait la pauvreté. C'était maintenant leur seul refuge. J'ai pensé à Alain, à ce qu'il aurait fait. Il aurait ouvert la porte, sans hésiter, parce que Julien était notre fils, et qu'un parent n'abandonne jamais son enfant. Vous pouvez rester, ai-je dit doucement. Julien a fermé les yeux. Merci, maman. Amélie a baissé la tête. Merci. Mais ce mot dans sa bouche sonnait étrangement, comme un mot qu'elle n'avait jamais eu à prononcer avant. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. Je les entendais chuchoter dans la chambre de Julien. Amélie pleurait. Julien essayait de la calmer. Je suis restée dans le salon,
assise sur le canapé où Alain et moi avions vieilli ensemble. Et j'ai pensé à une chose étrange. 2 heures. Il avait suffi de 2 heures pour que leur monde s'effondre. 2 heures pour que la villa devienne une scène de crime. 2 heures pour que l'argent, le luxe, la hauteur, tout disparaisse. Et où était-il revenu? Dans cette maison désuète. Dans ce lieu qui sentait la pauvreté. Je me demande encore si j'ai bien fait de les accepter. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas encore. Je ne savais pas que ce n'était que le début. Et que ce qui allait suivre allait me forcer à choisir entre mon cœur de mère et ma dignité de femme. Les premiers jours ont été étranges. Julien et Amélie occupaient sa chambre d'enfance. Je dormais dans la mienne. Nous nous croisions le matin dans la cuisine, échangeant des politesses creuses. « Bonjour, bonjour, vous avez bien dormi? »« Oui, merci. » Mais tout était faux. Nous marchions sur des œufs. Chacun attendait que l'autre dise quelque chose. Personne ne parlait. J'ai décidé de faire ce que j'ai toujours su faire. Prendre soin. C'est ce qu'on m'a appris. Une femme de ma génération garde la maison debout, même quand tout s'effondre autour d'elle. Alors j'ai cuisiné, nettoyé, souri, et je me suis tue. Le 3e matin, Amélie est sortie de la chambre vers 11 heures. Elle portait un peignoir en soie, ses cheveux attachés en chignon négligé. Elle est passée devant moi sans un mot, s'est servi un café et s'est assise à table en consultant son téléphone. J'étais en train de préparer le déjeuner. Un poulet rôti aux herbes, comme Alain les aimait. « Amélie, tu veux que je te prépare quelque chose? Du pain grillé? Des œufs? » Non, elle n'a même pas levé les yeux. « Je ne mange pas le matin. » D'accord, silence. Elle a fini son café, posé la tasse dans l'évier, sans la rincer, et est retournée dans la chambre. J'ai lavé la tasse, essuyé le comptoir, et ravalé mes mots. Julien, lui, cherchait du travail. Il passait ses journées sur son ordinateur, envoyant des CV, appelant des contacts. Son ancien poste dans une start-up avait été financé en partie par le père d'Amélie. Maintenant que le scandale éclatait, personne ne voulait plus l'embaucher. « Ils ont peur d'être associés à l'affaire », m'a-t-il expliqué un soir. « Dès que je mentionne mon beau-père, les portes se ferment. Tu n'y es pour rien, mon chéri. Je sais, mais dans leur tête, je suis contaminée. » Il était épuisé, découragé. Et moi, je ne savais pas comment l'aider. Alors je faisais ce que je pouvais. Je préparais ses plats préférés, je mettais des fleurs fraîches sur la table, je lui disais que tout allait s'arranger, je mentais. Mais c'est ce que font les mères, non? Une semaine après leur retour, Amélie a commencé à changer l'appartement. C'était subtil d'abord. Elle a déplacé un coussin, puis un cadre photo, puis la lampe du salon. « Léa, ça te dérange si je réorganise un peu? C'est juste pour aérer l'espace. » J'aurais dû dire non. J'aurais dû poser des limites. Mais je ne l'ai pas fait. Fais comme tu veux. Elle a souri, un petit sourire victorieux. Le lendemain, elle a déplacé le buffet en chêne. Celui qu'Alain avait restauré. Elle l'a poussé contre le mur pour créer un espace de circulation. C'est mieux comme ça, tu ne trouves pas? Je regardais ce meuble qui n'était plus à sa place, ce meuble qui racontait notre histoire. Oui, c'est bien, mensonge. Puis elle a commencé à inviter des amis. Enfin, amis est un grand mot. C'étaient des filles de son ancien cercle, celles qui n'avaient pas encore coupé les ponts après le scandale de ses parents. Elles venaient l'après-midi, s'installaient dans mon salon, buvaient du vin blanc, parlaient fort. Je restais dans ma chambre pour ne pas les déranger. Un jour, j'ai entendu l'une d'elles dire « Amélie, comment tu fais pour supporter de vivre ici? C'est tellement vieux. » Rire. Je n'ai pas le choix pour l'instant, mais dès que Julien trouve un job, on se barre. Plus de rire. J'ai serré les clés dans ma main. Le ruban bleu était un peu plus effiloché. Julien ne disait rien. Il rentrait le soir, voyait les changements, les traces de vin sur la table basse, le désordre laissé par les amis d'Amélie. « Maman, excuse-la, elle est stressée. Ses parents sont en détention provisoire. Elle vit un cauchemar. Je comprends. Tu es formidable, tu sais. » Il m'a embrassé sur le front, comme quand il était petit. Et je me suis sentie coupable. Coupable de ressentir de la colère. Coupable de vouloir reprendre ma maison. Coupable de ne pas être assez patiente, assez bonne, assez généreuse. Alors j'ai continué. J'ai continué à cuisiner, à nettoyer, à sourire, à me taire. Un soir, Amélie m'a demandé de lui prêter de l'argent. On était dans la cuisine. Elle épluchait une orange. Enfin, elle essayait. Elle a fini par abandonner et me l'a tendue. « Tu peux le faire, Léa ? » Je n'y arrive jamais. J'ai pris l'orange. Je l'ai épluchée. Je la lui ai rendue. Merci. Elle a mordu dedans. Au fait, j'ai besoin de 200 €. Pour quoi faire? Mes ongles, mon coiffeur, des trucs de fille. 200 € pour des ongles et des cheveux. J'ai pensé à ma retraite d'institutrice. 1200 € par mois. Loyer, charges, nourriture, et maintenant 2 bouches de plus à nourrir. Amélie, je n'ai pas beaucoup d'argent de côté. Allez, Léa, juste 200 €. Je te rembourse dès que... Elle s'est interrompue. Enfin, dès que je pourrai. Elle ne me rembourserait jamais. Je le savais, mais j'ai sorti mon porte-monnaie. J'ai compté les billets. Voilà, super.
t'es adorable. Elle a pris l'argent et est sortie. Je suis restée dans la cuisine, le porte-monnaie vide dans la main, et je me suis demandé jusqu'où vais-je aller. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai pensé à Alain, à ce qu'il dirait s'il me voyait. Peut-être qu'il serait déçu, peut-être qu'il me dirait « Léa, arrête de te laisser marcher dessus ». Ou peut-être qu'il me dirait « Tu fais ce qu'il faut, c'est notre fils ». Je ne sais pas, je ne savais plus. J'ai pris les clés sur ma table de nuit. Le ruban bleu pendait, presque transparent maintenant, usé par les années, comme moi. Le lendemain matin, j'ai trouvé une note sur la table de la cuisine. L'écriture d'Amélie, rapide, nerveuse, partie chez une amie pour la journée. Bisous, pas de « merci pour l'argent », pas de « merci pour l'hospitalité », juste « bisous ». Julien était déjà parti chercher du travail. Je me suis assise à table, seule dans ma propre maison, et j'ai réalisé quelque chose. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Je me suis demandé, pourquoi est-ce que j'accepte tout ça? Pourquoi est-ce que je prête de l'argent que je n'ai pas? Pourquoi est-ce que je laisse cette femme transformer ma maison? Pourquoi est-ce que je me tais? Et la réponse était simple, terrible. Parce que j'avais peur. Peur que Julien me reproche de ne pas aider sa femme. Peur d'être une mauvaise mère. Peur de perdre mon fils. Mais ce jour-là, quelque chose a craqué. Pas encore complètement. Juste une petite fissure. En rangeant le salon, j'ai trouvé un papier froissé sous le canapé. Un relevé bancaire. Celui du compte joint de Julien et Amélie. Je n'aurais pas dû le lire, mais je l'ai fait. Et j'ai vu des retraits, des achats, des restaurants à 150 €, des boutiques de luxe, un achat chez Sephora pour 80 €. Tout ça la semaine dernière, pendant qu'il me disait qu'il n'avait rien, pendant qu'Amélie me demandait 200 €. J'ai replié le papier, les mains tremblantes, et j'ai compris. Il ne manquait pas d'argent, il manquait de dignité. Ils avaient choisi de dépenser pour le superflu et de me demander de payer pour le reste. J'ai caché le relevé bancaire dans le tiroir de ma commode, sous mes foulards, sous mes gants d'hiver, là où personne ne regarderait. Pendant 3 jours, je n'ai rien dit. Je continuais ma routine. Petit déjeuner, ménage, courses, dîner, sourire. Mais quelque chose avait changé en moi. Maintenant, j'observais. Je regardais Amélie différemment. J'écoutais les conversations. Je remarquais les détails que j'avais ignorés avant. Et plus je regardais, plus je voyais. Le premier signe est venu un jeudi matin. J'étais dans ma chambre, en train de plier du linge. La porte était entr'ouverte. J'ai entendu Amélie parler au téléphone dans le salon. Sa voix était basse, mais pas assez. Non, écoute, c'est temporaire, je te jure. Dès que Julien trouve un job, on se tire de cette... Elle a cherché ses mots. De cette prison. Silence. Elle écoutait son interlocutrice. Oui, je sais, c'est insupportable. Elle est gentille, mais tellement coincée. Tu devrais voir comment elle s'habille. On dirait ma grand-mère. Rire. Mon cœur s'est serré, mais je n'ai pas bougé. Et la bouffe, mon Dieu. Tous les soirs, c'est poulet haricots verts ou gratin de pâtes. J'ai pris 3 kilos depuis qu'on est là. Plus de rire. Attends, le pire, c'est qu'elle me demande si j'ai bien dormi tous les matins. Genre, oui Léa, j'ai super bien dormi dans ton appartement de misère avec tes meubles de brocante. J'ai fermé les yeux. Bon, faut que j'y aille. Elle va revenir avec ses courses bio et ses tisanes à la camomille. Je t'embrasse. Bisous. Elle a raccroché. Je suis restée immobile dans ma chambre, le linge serré contre ma poitrine, mes meubles de brocante, mon appartement de misère. Les mots résonnaient dans ma tête comme des gifles. Ce soir-là, j'ai préparé un gratin de pâtes. Justement, Julien est rentré vers 19 h, épuisé. Encore un entretien raté. Ils ont dit qu'ils me rappelleraient, mais je sais qu'ils ne le feront pas. Ne perds pas espoir, mon chéri. Amélie est arrivée en dernier, les cheveux fraîchement coiffés, 200 € bien dépensés. On s'est installé à table, j'ai servi le gratin. Amélie a regardé son assiette avec une expression que je connaissais maintenant, du dégoût poli. Merci Léa. Elle a piqué une fourchette, l'a portée à sa bouche, a mâché lentement. Puis elle a reposé sa fourchette. Je n'ai pas très faim, en fait. Tu ne te sens pas bien? A demandé Julien. Non, ça va. C'est juste, je pense que je mange trop de féculents. Elle m'a regardé. Léa, tu pourrais faire des salades de temps en temps? Ou du poisson? Quelque chose de plus léger? Julien a froncé les sourcils. Amélie? Quoi? Je demande juste, c'est pas un reproche, mais c'en était un. Bien sûr, ai-je dit calmement. Je ferai du poisson demain. Super. Elle a souri. T'es adorable. Ce mot, encore, adorable. Comme on parle à un chien. Le lendemain, je suis allée au marché. J'ai acheté du poisson, du bar, 28 € le kilo. Mon budget course de la semaine entière. J'ai préparé un bar en papillote avec des légumes vapeur, citron, herbes fraîches, huile d'olive, élégant, léger. Amélie est arrivée à table, a regardé son assiette et a dit « Oh, du poisson, j'adore ». Elle a mangé 3 bouchées, 3. Puis elle a posé sa fourchette. « C'est délicieux, Léa, mais je suis vraiment pas très faim. Désolée,
Elle a quitté la table, laissant son assiette presque pleine. Julien a continué à manger en silence. Je regardais ce poisson intact, ses 28 € gaspillés, et je n'ai rien dit, parce que c'est ce que je faisais. Je me taisais, mais les découvertes continuaient. Le surlendemain, j'ai trouvé un sac Zara caché sous le lit de la chambre d'amis. J'étais en train de passer l'aspirateur. Le sac était à moitié poussé sous le sommier. Je l'ai tiré. À l'intérieur, 3 robes, neuves, étiquettes encore accrochées. 120 €, 90 €, 150 €. Total, 360 €. J'ai remis le sac où je l'avais trouvé, les mains tremblantes. 360 € de vêtements, pendant qu'elle me demandait 200 € pour ses ongles, pendant que je dépensais 28 € de poisson qu'elle ne mangeait même pas. Ce soir-là, Julien et Amélie se sont disputés. Je faisais la vaisselle dans la cuisine, eux dans le salon. Ils pensaient que je n'entendais pas, mais j'entendais tout. Amélie, on ne peut pas continuer comme ça. Comme quoi? À dépenser. Regarde le relevé de compte, on est à découvert. Et alors? On trouvera une solution. Quelle solution? Je cherche du boulot depuis 3 semaines. Rien. Alors cherche mieux. Silence. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que peut-être, si tu acceptais des postes moins prestigieux, on aurait déjà un revenu. Moins prestigieux? Tu veux que je travaille où? Dans un supermarché? Si nécessaire, oui. Amélie a ri. Un rire dur. Mon Dieu, Julien, tu parles comme ta mère. Qu'est-ce que ma mère vient faire là-dedans? Elle t'a élevé dans la médiocrité. Et maintenant, tu veux qu'on y retourne? Non merci. La médiocrité? La voix de Julien tremblait. Ma mère nous héberge gratuitement. Elle nous nourrit. Elle nous prête de l'argent. Et tu appelles ça de la médiocrité? Je dis juste qu'elle n'a pas beaucoup d'ambition. Et que toi non plus, apparemment. Un long silence. Puis Julien, d'une voix que je ne reconnaissais pas, tu sais quoi? Va te coucher. Je suis fatigué. Parfait. Moi aussi. Des pas. La porte de la chambre qui claque. Je suis resté dans la cuisine, les mains dans l'eau savonneuse. Les larmes coulaient sans que je puisse les retenir. Mon fils, mon Julien. Elle le détruisait à petit feu. Elle détruisait sa confiance, son estime de lui-même, sa bonté. Et il se laissait faire, parce qu'il l'aimait ou parce qu'il avait peur d'être seul. Le week-end suivant, Amélie a organisé un brunch avec ses amis, sans me demander, sans me prévenir. Je me suis réveillée un samedi matin avec des voix dans le salon. 4 filles installées sur mon canapé, des croissants étalés sur ma table basse, du champagne dans des flûtes, du champagne. À 11 h du matin, je suis sortie de ma chambre en robe de chambre. « Oh Léa !» Amélie a levé son verre. « Viens te joindre à nous. » Les filles m'ont regardé. Leur sourire était poli, mais froid. « Non, merci, je vais prendre mon café dans la cuisine. Comme tu veux. » J'ai traversé le salon sous leurs regards. En passant, j'ai entendu l'une d'elles chuchoter. « C'est elle ?»« Oui, pauvre Amélie. » Rires étouffés. Je me suis enfermée dans la cuisine, et j'ai pleuré devant ma machine à café. Cet après-midi-là, après le départ des amis, je suis allée me promener. J'avais besoin d'air, de silence, de ne plus être chez moi tout en y étant. J'ai marché jusqu'au jardin du Luxembourg. Je me suis assise sur un banc, près de la fontaine Médicis. C'était l'endroit préféré d'Alain. « Tu vois, Léa, disait-il, ici, le temps s'arrête. J'aurais voulu que le temps s'arrête, que je puisse revenir en arrière, avant le mariage de Julien, avant Amélie, avant tout ça. » Une vieille dame s'est assise à côté de moi, cheveux blancs, manteau beige, canne élégante. Belle journée, n'est-ce pas? Oui, elle m'a regardé. Vous semblez triste, j'ai souri. Non, ça va. On reconnaît une femme qui souffre en silence. Elle a tapé ma main. J'en ai été une, moi aussi, pendant des années. Et qu'est-ce que vous avez fait? Un jour, j'ai arrêté de me taire. Elle s'est levée, appuyée sur sa canne. Bonne journée, madame. Et souvenez-vous, la gentillesse ne doit jamais devenir de la faiblesse. Elle est partie. Je suis resté sur ce banc, ces mots résonnant dans ma tête. La gentillesse ne doit jamais devenir de la faiblesse. Quand je suis rentrée, Amélie était dans la cuisine. Elle fouillait dans mes placards. « Ah, Léa, tu es là. Dis, tu n'aurais pas du thé vert? Je trouve que du Lipton, c'est tout ce que j'ai. Tu devrais acheter du thé matcha. C'est meilleur pour la santé. Je vais voir. » Elle a refermé le placard, s'est retournée vers moi. « Au fait, j'ai invité mes parents à dîner demain soir. » Mon sang s'est glacé. « Tes parents? Mais ils sont en liberté conditionnelle, oui. Ils sont sortis hier, ils ont un bracelet électronique, mais ils peuvent se déplacer. » Amélie, Quoi? Tu ne veux pas qu'ils viennent? Ce n'est pas ça, c'est juste quoi? Son ton était devenu cassant. Ils sont mes parents, Léa, ils traversent l'enfer. Le moins qu'on puisse faire, c'est de les accueillir pour un repas. Dans ma maison. Oui, dans ta maison, qui est aussi celle de Julien, et donc la mienne pour le moment. Elle m'a fixé. Ou c'est un problème? J'aurais dû dire oui, j'aurais dû poser des limites, j'aurais dû dire « Non, Amélie, c'est ma maison et je décide qui y entre », mais je ne l'ai pas fait. « Non, ce n'est pas un problème. » Parfait. Merci Léa, t'es adorable. Elle est sortie de la cuisine. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je tenais les clés dans ma main.
le ruban bleu était presque transparent maintenant. Usé, fatigué, comme moi. Demain, les parents d'Amélie viendraient dîner, les mêmes qui avaient blanchi des millions, les mêmes qui avaient vécu dans le luxe sur l'argent sale, les mêmes qui m'avaient regardé de haut le jour du mariage. Et maintenant, ils viendraient s'asseoir à ma table, dans ma maison désuète, dans cet appartement qui sentait la pauvreté. Le lendemain, j'ai cuisiné toute la journée. Bouillon de volaille, filet de bœuf, gratin dauphinois, tarte aux pommes. J'ai mis la belle nappe, celle que je sortais pour les grandes occasions. J'ai ciré les couverts en argent, allumé des bougies. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être pour prouver quelque chose, peut-être pour garder ma dignité, peut-être parce que c'est tout ce qui me restait. Julien est rentré en fin d'après-midi. Maman, tu n'étais pas obligée de faire tout ça. Je sais, mais je l'ai fait. Il m'a embrassé sur la joue. Tu es la meilleure. Non, Julien, je ne suis pas la meilleure. Je suis juste une femme fatiguée qui ne sait plus dire non. Bertrand et Françoise sont arrivés à 19h30. Amélie leur a ouvert. Embrassade, larmes. Mes chéris, comme vous nous avez manqué. Ils sont entrés dans mon salon. Bertrand portait un costume gris, encore élégant malgré le bracelet électronique qu'on devinait sous son pantalon. Françoise, un tailleur Chanel, maquillage parfait, comme si de rien n'était. Léa, Bertrand m'a tendu la main. Merci de nous recevoir. De rien, Françoise m'a embrassé sur les 2 joues. Un geste mécanique. Charmant, votre appartement. Le même mot qu'au mariage. Charmant. Le mot qu'on utilise quand on ne veut pas dire ce qu'on pense vraiment. On s'est assis à table. J'ai servi le repas. Bertrand et Françoise ont mangé en silence d'abord. Puis, Bertrand a parlé. Vous savez, Léa, tout ça, c'est un malentendu. Un malentendu? Oui, la justice française est parfois, comment dire, zélée. On va prouver notre innocence. Françoise a hoché la tête. Exactement. Nos avocats sont confiants. Amélie a pris la main de sa mère. Je sais, maman. On y croit. Julien gardait les yeux baissés sur son assiette. Moi, je les observais. Ces gens qui avaient tout perdu. Ces gens qui ne disaient même pas merci pour le repas. Ces gens qui parlaient ton d'innocence alors que les preuves étaient là. Et j'ai pensé, voilà d'où vient Amélie. Après le dîner, on est passé au salon. Café, digestif. Bertrand a regardé autour de lui. Vous vivez seule ici, Léa? Oui, depuis la mort de mon mari. Ça doit être difficile. Financièrement, je veux dire. Je m'en sors. Il a bu une gorgée de cognac. Vous savez, quand tout ça sera terminé, je pourrai vous aider. Vous mettre en contact avec de bons conseillers financiers pour optimiser votre patrimoine. J'ai failli rire. Mon patrimoine, cet appartement, quelques économies, ma retraite de 1200 €. C'est gentil, mais je vais bien. Comme vous voulez. Françoise s'est levée. Bon, il faut qu'on y aille. Couvre-feu à 22h. Le bracelet, vous comprenez? Embrassade, promesse de se revoir bientôt. Ils sont partis. Une fois la porte refermée, Amélie s'est tournée vers moi. Merci Léa, c'était vraiment important pour moi. Je sais, elle m'a souri, un vrai sourire pour une fois. Tu sais quoi? Tu es quelqu'un de bien. Elle est allée se coucher. Julien m'a aidé à débarrasser. Maman, je suis désolée. Je sais que ce n'était pas facile. Ce n'est rien. Si, c'est quelque chose. Il a posé une assiette dans l'évier. Tu fais tellement pour nous. Et on ne te remercie jamais assez. Julien. Non. Laisse-moi finir. Il m'a regardé dans les yeux. Tu es la meilleure mère du monde, et je ne mérite pas tout ce que tu fais. J'ai senti les larmes monter. Tu es mon fils, c'est normal. Il m'a serré dans ses bras, et pendant un instant, j'ai retrouvé mon petit garçon, celui qui me lisait des poèmes, celui qui me dessinait des cœurs pour la fête des mères, celui d'avant Amélie. Cette nuit-là, je me suis couché épuisé, mais je n'arrivais pas à dormir. Je pensais à la soirée, à Bertrand et Françoise, à leurs mensonges polis, à leur arrogance intacte, et surtout, je pensais à une phrase que Bertrand avait dite, pour optimiser votre patrimoine, comme s'il me faisait une faveur, comme s'il était encore en position de donner des leçons. Lui qui avait tout perdu, lui qui portait un bracelet électronique, lui qui mangeait dans ma maison. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu des voix dans le salon, Amélie et Julien. Je me suis levée. J'ai entrouvert ma porte. Il faut qu'on parle de ta mère, disait Amélie. Mon cœur s'est arrêté. Qu'est-ce qu'elle a, ma mère? Elle est, comment dire, envahissante. Envahissante, on vit chez elle, justement, et elle nous le fait sentir à chaque instant. Tu vois comment elle me regarde, comme si j'étais une intruse. Amélie, ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Sa voix était dure. Et honnêtement, je ne supporte plus. Il faut qu'on parte. On n'a nulle part où aller. On trouvera. Comment? Avec quel argent? Silence. Puis Amélie, d'une voix froide, avec son argent. Quoi? Elle a de l'épargne, Julien. Un appartement à Paris, ça vaut au moins 400 000 €, plus ses économies. Elle est assise sur un petit trésor. Amélie, tu délires. Non, je réfléchis. Elle vit seule. Elle n'a personne d'autre que toi. Un jour, tout ça sera à toi, à nous. Je ne vais pas... Je ne dis pas qu'il faut faire quelque chose de mal. Juste, anticiper. Lui demander un prêt. Ou mieux, qu'elle mette l'appartement en garantie pour qu'on obtienne un crédit. T'es sérieuse? Très.
Long silence. On verra. J'ai refermé ma porte sans bruit, les jambes tremblantes, le cœur brisé. J'ai regardé les clés sur ma table de nuit, le ruban bleu, presque invisible maintenant. Et j'ai compris. Tout. Ce n'était pas de l'hospitalité temporaire. Ce n'était pas de la gratitude. C'était un plan. Ils attendaient. Ils attendaient que je cède, que je donne, que je mette mon appartement en jeu. Ils attendaient que je me sacrifie. Et après, ils partiraient. Avec l'argent. Avec tout. Et je resterais là, seule, dans une maison qui ne m'appartiendrait plus. Je me suis assise sur mon lit, et pour la première fois depuis des semaines, je n'ai pas pleuré. J'étais au-delà des larmes. J'étais dans la clarté. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Parce qu'à partir de ce moment-là, tout allait changer. J'allais arrêter de me taire. J'allais arrêter de me soumettre. J'allais reprendre ce qui m'appartenait. Ma maison, ma dignité, ma vie. Et Amélie allait apprendre quelque chose qu'elle n'avait jamais compris, que la gentillesse a ses limites et que même les femmes silencieuses finissent par rugir. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une étrange sensation. Ce n'était pas de la tristesse, ce n'était pas de la colère, c'était de la lucidité, froide, claire, implacable. J'ai pris les clés sur ma table de nuit, le ruban bleu pendant, presque transparent. Je l'ai enroulé autour de mon doigt et j'ai pensé à Alain. Qu'est-ce que tu ferais, mon amour? Mais je connaissais déjà la réponse. Il me dirait de ne pas être naïve. Il me dirait d'ouvrir les yeux. Il me dirait de me protéger. Julien et Amélie dormaient encore. Il était 8 heures du matin. J'ai fait mon café en silence. Je me suis assise à la table de la cuisine, devant la fenêtre qui donnait sur la cour intérieure. Un pigeon s'est posé sur le rebord. Il m'a regardé de son œil rond, la tête penchée, comme s'il me posait une question. « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» ai-je murmuré. Le pigeon s'est envolé. Et moi, j'ai pris une décision. J'allais chercher, j'allais vérifier, j'allais comprendre jusqu'où allait leur plan. J'ai attendu qu'ils sortent. Julien est parti vers 10 heures pour un énième entretien d'embauche. Amélie, vers 11 heures, pour retrouver une amie dans le Marais. À ce soir, Léa. Bisous. Bonne journée. Dès que j'ai entendu la porte se refermer, j'ai attendu 5 minutes, pour être sûre. Puis je suis entrée dans leur chambre. Mon cœur battait fort. Je n'avais jamais fait ça. Fouiller dans les affaires de mon fils. C'était une violation de confiance, de respect, d'intimité. Mais eux aussi avaient violé quelque chose. Ma maison, ma dignité, ma paix. J'ai ouvert le premier tiroir de la commode. Vêtements d'Amélie, sous-vêtements en dentelle, parfums de luxe. Rien d'intéressant. Le deuxième tiroir, affaires de Julien, chemise, chaussettes, un vieux livre que je lui avais offert pour ses 16 ans, le Comte de Monte Cristo. Je l'ai ouvert. Sur la première page, mon écriture, pour mon Julien chéri. Que tu deviennes un homme juste et bon. Maman. J'ai refermé le livre, les larmes aux yeux. Un homme juste et bon. Était-il encore cet homme? J'ai continué. Sur la table de nuit d'Amélie, son téléphone. Éteint. Je l'ai laissé. Sous le lit, le sac Zara avec les robes. Toujours là. Dans le placard, des cartons. Je les ai ouverts un par un. Des chaussures, des sacs, des accessoires, tout neuf, tout cher. Et au fond, dans un carton marqué « Documents », j'ai trouvé des papiers. Beaucoup de papiers. J'ai sorti le carton. Je me suis assise sur le lit et j'ai commencé à lire. Le premier document, un relevé bancaire du compte joint de Julien et Amélie. Pas celui que j'avais trouvé sous le canapé. Un autre, plus récent. Solde, moins 3 200 €. Ils étaient à découvert de plus de 3 000 €. J'ai continué à feuilleter. Des factures impayées, loyer de leur ancien appartement, 2 mois de retard, fournisseur d'électricité, en instance de coupure, carte de crédit, limite dépassée. Ils devaient de l'argent partout. Mais ce n'était pas le pire. Au milieu du carton, j'ai trouvé une enveloppe Kraft, fermée avec du scotch. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, des documents notariés, des contrats, des estimations immobilières et un nom d'agence. Cabinet Lefort & Associés. Estimation de biens immobiliers. J'ai sorti le premier document. Estimation de la valeur vénale d'un appartement. 15e arrondissement de Paris. Mon adresse. Mon appartement. J'ai lu la suite, les mains tremblantes. L'estimation datait d'il y a 2 semaines. 2 semaines. Ils avaient fait estimer mon appartement 2 semaines après leur arrivée chez moi. Valeur estimée, 435 000 €. En dessous, une note manuscrite. L'écriture d'Amélie, suffisant pour obtenir un prêt bancaire de 300 €. Ou vente directe si nécessaire. Si nécessaire, si nécessaire. Mon cœur s'est arrêté. J'ai continué à lire. Un autre document. Un contrat de prêt hypothécaire. Pré-rempli. Incomplet, mais pré-rempli. Emprunteur, Julien Renaud. Bien hypothéqué. Appartement 6 au mon adresse. Montant du prêt demandé, 300 000 €. Ils avaient déjà commencé les démarches. Sans me demander, sans me prévenir. Ils prévoyaient de mettre ma maison en garantie pour leur prêt. Mais il y avait encore autre chose. Une 3e liasse de documents, plus officielle, plus grave. Procuration notariée, gestion de patrimoine. Je l'ai ouverte, les doigts engourdis. C'était un formulaire de procuration, presque entièrement rempli.
Il permettait à Julien de gérer mes biens, de prendre des décisions financières en mon nom, de vendre, d'hypothéquer, de transférer. En bas, un espace pour ma signature, vide pour l'instant. Je suis restée assise sur ce lit, les papiers éparpillés autour de moi, et j'ai compris. Tout, le plan entier. D'abord, il me demanderait de l'argent, petit à petit, pour des urgences, des situations temporaires. Ensuite, il me convaincrait de signer cette procuration, pour faciliter les choses, maman, au cas où il t'arrive quelque chose. Puis, ils hypothéqueraient mon appartement, ou le vendraient. Et moi, je me retrouverais à la rue, pendant qu'eux rembourseraient leurs dettes et repartiraient dans le luxe. J'ai pensé à Julien, mon fils, mon petit garçon qui me lisait des poèmes, mon Julien qui disait « Maman, tu es la meilleure mère du monde ». Comment en était-il arrivé là? Était-ce Amélie qui l'avait manipulé, ou était-ce lui qui avait choisi cette voie? J'ai remis tous les documents dans le carton. Mes mains ne tremblaient non plus. J'étais dans un état de calme étrange, glacial. Je suis retournée dans ma chambre, j'ai pris les clés. Le ruban bleu était si usé qu'il se déchirait presque, comme moi, comme ma confiance, comme mon amour maternel qui se fracturait sous le poids de la trahison. J'ai décidé d'attendre. Je ne dirais rien tout de suite. Je voulais voir jusqu'où ils iraient. Je voulais les entendre me demander. Je voulais voir mon fils me mentir en face. Parce que j'avais besoin de cette certitude. J'avais besoin de savoir si Julien était complice ou victime. Ils sont rentrés en fin d'après-midi. Julien d'abord, visage fermé. Alors, l'entretien, ai-je demandé depuis la cuisine. Raté, comme d'habitude. Il s'est affalé sur le canapé. Je commence à penser que je ne retrouverai jamais de travail. Ne dis pas ça. C'est la vérité, maman. Je suis grillée dans mon secteur, à cause des parents d'Amélie. Personne ne veut m'embaucher. Il a posé sa tête dans ses mains. Je ne sais plus quoi faire. J'aurais dû le consoler, le prendre dans mes bras, lui dire que tout irait bien. Mais je ne pouvais plus, parce que je savais. Amélie est arrivée 1 heure plus tard, souriante, légère. « Salut, la famille !» Elle s'est laissée tomber sur le canapé à côté de Julien. J'ai passé une super journée. Sophie m'a parlé d'un appartement à louer dans le 11e. Pas cher, 800 € par mois. 800 €? Julien a levé la tête. On n'a même pas 8 €, Amélie. Je sais, mais si on trouve une solution, quelle solution? Elle m'a regardé, un regard appuyé. On pourrait en parler ce soir, tous les trois. Mon sang s'est glacé. En parler? De quoi? De l'avenir, de nos options. D'accord. Après le dîner, on s'est installé au salon. Amélie et Julien sur le canapé. Moi, dans le fauteuil en face, comme une réunion formelle. Amélie a commencé. Léa, on voulait te parler de quelque chose d'important. Je t'écoute. Voilà. Julien et moi, on est dans une situation difficile. Financièrement, je veux dire. Je sais. Et on se demandait, elle a pris la main de Julien. On se demandait si tu pourrais nous aider. Je vous aide déjà. Vous vivez ici gratuitement. Oui, et on t'en est très reconnaissant. Son sourire était doux, presque sincère. Mais on a besoin de plus. De plus? Oui, elle a inspiré profondément. On a des dettes, beaucoup de dettes. Et si on ne les rembourse pas rapidement, on va avoir de vrais problèmes. Quel genre de problème? Juridique, a dit Julien doucement. Les créanciers peuvent nous poursuivre. On pourrait se retrouver devant un juge. Je les ai regardés. Combien devez-vous? Amélie et Julien ont échangé un regard. Environ 15 000 €. 15 000 €. Le silence qui a suivi était assourdissant. Vous voulez que je vous prête 15 000 €? Pas te les prêter, a dit Amélie rapidement. Te les demander. Quelle est la différence? La différence, c'est qu'on sait qu'on ne pourra pas te rembourser tout de suite. Mais un jour, quand on sera sorti de cette situation, on te rendra tout. Avec des intérêts, si tu veux. J'ai failli rire. Amélie, je suis institutrice retraitée. Je vis avec 1 200 € par mois. D'où crois-tu que je vais sortir 15 000 € de ton épargne? Mon épargne? Oui, elle s'est penchée en avant. Léa, tu as vécu toute ta vie dans cet appartement. Tu as économisé. Tu n'as pas d'autres dépenses que les charges et la nourriture. Tu dois avoir des économies. Et si je te dis que je n'en ai pas? Je ne te croirais pas. Le ton était devenu froid. Julien a posé sa main sur celle d'Amélie. Maman, on ne te demande pas de nous donner toutes tes économies. Juste ce que tu peux, pour nous aider à repartir. Repartir? Oui, pour qu'on puisse louer un appartement, rembourser nos dettes, recommencer à zéro. Et après, vous partirez? Oui, on te laissera tranquille. On te laissera tranquille. Comme si j'étais un fardeau. Comme si c'était moi le problème. Et si je refuse? Ai-je demandé calmement. Amélie a haussé les sourcils. Pourquoi tu refuserais? Parce que ce n'est pas mon problème. Pas ton problème? Sa voix est montée d'un cran. Julien est ton fils. Ses problèmes sont tes problèmes. Non, ses problèmes sont ses problèmes. Léa, vous êtes adulte. Vous avez fait des choix. Des mauvais choix. Et maintenant, vous voulez que je paie pour ces choix? Julien s'est levé. Maman, tu ne comprends pas. On est désespéré. Je comprends très bien. Je me suis levé aussi. Vous êtes désespéré. Mais pas assez pour vendre vos robes Zara. Pas assez pour arrêter de boire du champagne à 11 h du matin. Pas assez pour accepter un travail moins prestigieux. Julien a pâli. Comment je sais? J'ai souri amèrement. Parce que j'ai des yeux, Julien. Et un cerveau.
Amélie s'est levée à son tour. Tu nous espionnes? Je vis chez moi. Je vois ce qui s'y passe. C'est pathétique. Pathétique? J'ai fait un pas vers elle. Tu veux parler de pathétique? Parlons de la façon dont tu as traité cette maison, de la façon dont tu m'as parlé, de la façon dont tu m'as utilisé. Je ne t'ai pas utilisé. Si, exactement. J'ai serré les clés dans ma main. Tu es arrivé ici en crachant sur mes meubles, en te moquant de ma nourriture, en insultant ma vie. Et maintenant, tu me demandes mon argent? Léa, non, tais-toi. J'ai pointé mon doigt vers elle. Tu as dit que ma maison sentait la pauvreté. Tu avais raison. Elle sent la vraie vie, le travail honnête, la dignité, des choses que tu ne connaîtras jamais. Le visage d'Amélie s'est durci. D'accord, si c'est comme ça, elle est allée dans la chambre. Je l'ai entendue fouiller. Puis elle est revenue, avec le carton de documents. Mon cœur a bondi. Puisque tu fouilles dans nos affaires, autant tout mettre sur la table. Elle a sorti les papiers, l'estimation de l'appartement, le contrat de prêt, la procuration. Voilà ce qu'on prévoyait, un prêt bancaire, avec ton appartement en garantie, sans me demander. On allait te demander. Quand? Après avoir tout rempli? On savait que tu accepterais. Vraiment? Oui, elle a croisé les bras, parce que tu es une bonne mère, parce que tu aimes ton fils, et que les bonnes mères sacrifient tout pour leurs enfants. J'ai regardé Julien. Il n'avait pas bougé. Il fixait le sol, les poings serrés. Julien, regarde-moi. Il a levé les yeux, des yeux pleins de honte. Tu savais? Pour tout ça? Silence. Julien, réponds-moi. Tu savais? Oui, un murmure. Je savais. Le monde s'est effondré autour de moi. Depuis quand? Depuis qu'on est arrivé. Depuis le début. Oui, tu as fait estimer ma maison, préparer des documents, prévu de m'hypothéquer. Tout ça, dans mon dos. Maman, on était désespérés. Ne m'appelle pas maman. Ma voix était un couteau. Une mère protège son enfant, mais un enfant ne trahit pas sa mère. Je ne t'ai pas trahi. Si, tu l'as fait. Les larmes coulaient maintenant. Tu m'as trahi de la pire des façons. Tu as trahi ma confiance, mon amour. Tout ce que ton père et moi t'avons donné. Amélie s'est mise entre nous. Arrête ton mélodrame, Léa. On parle d'argent. Juste d'argent. Non, j'ai secoué la tête. On parle de bien plus que ça. On parle de respect, de loyauté, de... Je me suis interrompue, parce que j'ai compris quelque chose de terrible. Tu ne l'aimes même pas, n'est-ce pas? Amélie a froncé les sourcils. De quoi tu parles? De Julien? Tu ne l'aimes pas. Bien sûr que je l'aime. Non, j'ai regardé mon fils. Elle ne t'aime pas, Julien. Elle t'utilise, comme elle utilise tout le monde. C'est faux, a protesté Amélie. Vraiment? J'ai ramassé un des documents. Alors pourquoi cette procuration est-elle au nom de Julien, et pas au tien? Pourquoi c'est lui qui s'engage? Pourquoi c'est lui qui prend les risques? Silence. Parce que tu te protèges. Parce que si ça tourne mal, c'est lui qui tombera, pas toi. Julien a regardé Amélie. C'est vrai? Julien, ne l'écoute pas. Réponds-moi. C'est vrai? Amélie a hésité. Une seconde, mais ça a suffi. Julien a compris. Sortez. Ma voix était calme, glaciale. Quoi? A dit Amélie. J'ai dit, sortez. Tu ne peux pas nous mettre dehors. C'est ma maison. Je fais ce que je veux. On n'a nulle part où aller. Ce n'est plus mon problème. Julien a fait un pas vers moi. Maman, s'il te plaît. Non, j'ai reculé. Tu as fait ton choix. Tu as choisi de me mentir, de me trahir, de comploter contre moi. Et maintenant, tu assumes. Je suis désolée. Moi aussi. Les larmes brouillaient ma vue. Je suis désolée que tu sois devenu cet homme. Ton père aurait eu honte. Il s'est effondré. Vous avez 1 heure, ai-je dit, pour faire vos valises et partir. 1 heure? Amélie a ri nerveusement. Tu plaisantes? Je ne plaisante jamais. Léa, sois raisonnable. J'ai été raisonnable pendant des semaines. J'ai été patiente, généreuse, stupide. Mais c'est fini. J'ai sorti mon téléphone. Si vous n'êtes pas parti dans 1 heure, j'appelle la police. Ils sont partis. Amélie d'abord, furieuse, claquant les portes, traînant ses valises avec violence. Julien ensuite, lentement, en silence. Il s'est arrêté sur le seuil. Maman, va-t'en Julien, je t'aime. Si tu m'aimais, tu ne m'aurais jamais fait ça. Il est parti. J'ai refermé la porte, tourné le verrou, accroché la chaîne de sécurité, et je me suis effondrée contre la porte, secouée de sanglots. Mon fils, mon petit garçon, il était parti, et je ne savais pas s'il reviendrait un jour. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée dans le salon, assise sur le canapé, les clés dans ma main. Le ruban bleu s'était déchiré. Je l'ai retiré doucement, je l'ai posé sur la table. 38 ans que ce ruban tenait, comme une promesse. Maintenant, il était usé, brisé, fini. Comme mon illusion d'être une bonne mère, comme mon rêve d'avoir une famille unie, mais quelque chose d'autre était né, une clarté, une force. J'avais dit non, j'avais posé des limites, j'avais protégé ce qui m'appartenait. Et pour la première fois depuis des semaines, je respirais. Le lendemain matin, j'ai reçu un message de Julien. Maman, je suis désolée. Je ne sais pas comment réparer ce que j'ai fait, mais je veux que tu saches. Tu avais raison. Pour tout, je t'aime, Julien. J'ai lu le message, puis je l'ai effacé. Parce que pour l'instant, je n'étais pas prête à pardonner.
et peut-être que je ne le serai jamais. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Parce que ce jour-là, j'ai appris quelque chose. Aimer quelqu'un ne signifie pas tout accepter. Être une bonne mère ne signifie pas se sacrifier jusqu'à disparaître. Et parfois, dire non à ceux qu'on aime, c'est la plus grande preuve d'amour qu'on puisse leur donner. Parce qu'on leur apprend qu'ils ne peuvent pas tout prendre, qu'ils ne peuvent pas tout détruire, et qu'ils doivent assumer leur choix. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que mon histoire ne faisait que commencer. Parce que la vie a une drôle de façon de rendre justice. Et Amélie allait bientôt apprendre que tout ce qu'on fait finit toujours par nous revenir, d'une manière ou d'une autre. Les premiers jours après leur départ ont été les plus longs de ma vie. L'appartement était silencieux, trop silencieux. Je marchais d'une pièce à l'autre comme un fantôme dans ma propre maison. Je m'asseyais sur le canapé, puis me relevais. J'allumais la télévision, puis l'éteignais. Je préparais du café que je ne buvais pas. Le silence me hurlait dans les oreilles. C'était le silence de l'absence, le silence de la trahison, le silence d'une mère qui venait de perdre son fils. Le 3e jour, Julien a appelé. J'ai regardé son nom s'afficher sur l'écran. Mon cœur s'est serré. J'ai failli décrocher, mais je ne l'ai pas fait. J'ai laissé sonner. Encore, jusqu'à ce que ça s'arrête. Puis il a envoyé un message. « Maman, s'il te plaît, réponds-moi. On doit parler. » J'ai éteint mon téléphone, parce que je n'étais pas prête. Pas encore. Le 5e jour, on a sonné à ma porte. 3 coups. Insistant, j'ai regardé par le Judas. C'était Julien, seul, les traits tirés, les yeux cernés. « Maman, je sais que tu es là. S'il te plaît, ouvre. » J'ai posé ma main sur la poignée. Mon cœur battait fort. « Maman !» Sa voix se brisait. « J'ai besoin de te parler, de m'expliquer. » « Il n'y a rien à expliquer. » « Si. » Il a cogné doucement contre la porte. « Laisse-moi entrer. Juste 5 minutes. »« Non. »« Maman, je t'en supplie. Va-t'en, Julien. » Silence. Long. Douloureux. Puis j'ai entendu ses pas dans l'escalier. Lent. Lourd. Je me suis effondré contre la porte, la main encore sur la poignée. Et j'ai pleuré. Le 7e jour, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai décroché, pensant que c'était peut-être la banque ou un service administratif. « Allô, Léa ?» La voix de Françoise, la mère d'Amélie. Mon sang s'est glacé. « Madame, ne m'interrompez pas. » Son ton était sec, autoritaire. « Je voulais vous parler de ce qui s'est passé avec Amélie et Julien. Je n'ai rien à vous dire. Mais moi, j'ai beaucoup à vous dire. » Elle a inspiré bruyamment. « Vous avez mis mon gendre et ma fille à la rue. Vous vous rendez compte? Votre gendre et votre fille ont essayé de me voler ma maison. C'est faux. Ils cherchaient simplement une solution. Une solution qui impliquait de m'hypothéquer sans mon consentement. Vous dramatisez. » Vraiment? J'ai serré le téléphone. Ils ont fait estimer mon appartement dans mon dos, préparé des documents de prêt, prévu de me faire signer une procuration, parce qu'ils savaient que vous étiez têtu, qu'il fallait vous forcer la main, me forcer la main. Ces mots résonnaient comme une gifle. Vous savez ce que vous êtes, Léa? Éclairez-moi. Une égoïste. Sa voix était venimeuse. Une mère égoïste qui refuse d'aider son propre fils. Je ne refuse pas d'aider mon fils. Je refuse d'être sa victime. Vous ne comprenez pas. Julien traverse une période difficile, à cause de nous, à cause de ce qui nous est arrivé. Il a besoin de soutien, pas de rejet. Il a besoin d'apprendre la responsabilité, pas de continuer à fuir ses problèmes. Qu'est-ce que vous connaissez de la vie, vous? Elle a ri, amèrement. Vous qui avez vécu dans votre petit appartement minable toute votre existence. Vous qui n'avez jamais pris de risques, jamais osé. J'ai pris des risques. Ma voix tremblait. J'ai risqué mon cœur. J'ai ouvert ma porte. J'ai fait confiance. Et on m'a trahi. On ne vous a pas trahi. On vous a demandé de l'aide. Non. Vous avez tenté de me dépouiller. Et maintenant, vous m'insultez parce que je me suis défendue. Silence. Puis Françoise, d'une voix plus calme mais non moins menaçante. Vous savez ce qui va se passer maintenant, Léa? Dites-moi. Julien va se détacher de vous. Complètement. Il va choisir Amélie. Et vous allez vous retrouver seule, vieille, abandonnée, dans votre appartement que vous chérissez tant. Et vous regretterez. Croyez-moi, vous regretterez. Peut-être, j'ai serré les clés dans ma main libre, mais au moins, je serai seule avec ma dignité intacte. La dignité ne vous tiendra pas chaud la nuit. Elle a raccroché. J'ai posé le téléphone sur la table, mes mains tremblaient. Les mots de Françoise résonnèrent dans ma tête. Vous allez vous retrouver seule, vieille, abandonnée. Et si elle avait raison? Et si Julien ne revenait jamais? Et si j'avais sacrifié mon fils pour un principe? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai repensé à tout, à chaque moment, à chaque choix. Aurais-je dû accepter? Aurais-je dû signer cette procuration? Aurais-je dû sacrifier mon appartement pour sauver mon fils? Alain, qu'aurais-tu fait? Mais Alain n'était plus là pour me répondre. Le 10e jour, Julien est revenu, cette fois avec Amélie. Ils ont sonné. J'ai ouvert le Judas. Amélie portait des lunettes de soleil. Julien regardait ses pieds. « Maman, ouvre, on doit parler. Je n'ai rien à vous dire, s'il te plaît. » Julien a levé les yeux. Juste 5 minutes. J'ai hésité, longtemps. Puis j'ai ouvert. Ils sont entrés. Amélie a enlevé ses lunettes. Ses yeux étaient rouges, cernés. Elle avait l'air épuisée.
On s'est assis. Eux sur le canapé, moi dans le fauteuil. Le silence était lourd. Alors, ai-je dit finalement. Julien a pris la parole. Maman, on est venu te présenter nos excuses. Vos excuses. Oui, il a avalé sa salive. On a fait des erreurs. Graves, on le reconnaît. Continue. Et on n'aurait jamais dû faire estimer ton appartement sans te le dire. On n'aurait jamais dû préparer ces documents. C'était mal. Très mal, a ajouté Amélie doucement. Je les ai regardés. Ils semblaient sincères, mais je n'étais plus sûre de rien. Où habitez-vous maintenant? Ai-je demandé. Chez une amie d'Amélie, dans le 18e, un studio. Et financièrement, on se débrouille? Julien a haussé les épaules. J'ai trouvé un petit boulot. Livreur. C'est pas grand-chose, mais ça paie le loyer. Livreur. Mon fils, qui avait un master en commerce international, travaillait comme livreur. Une partie de moi était fière, l'autre, brisée. Pourquoi êtes-vous venu? Ai-je demandé. Parce qu'on voulait te dire qu'on était désolé. Amélie s'est penchée en avant. Et parce qu'on voulait te demander une dernière chose. Mon cœur s'est serré. Quelle chose? Julien et Amélie ont échangé un regard. On a besoin d'un peu d'argent. Pas beaucoup. Juste pour payer le loyer de ce mois. 200 €. 200 €. Encore. Vous venez me présenter vos excuses et me demander de l'argent? On sait que c'est difficile à entendre, mais on n'a personne d'autre vers qui se tourner. Les parents d'Amélie sont en procès. Mes amis, ils ne veulent plus m'aider. Tu es notre dernier espoir. Non, j'ai secoué la tête. Je ne suis pas votre espoir, je suis votre échappatoire. Gai, maman, vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas? J'ai regardé Julien. Vous ne comprenez pas ce que vous avez fait. Si, on comprend. Non, je me suis levée. Si vous compreniez vraiment, vous ne seriez pas ici à me demander de l'argent. Vous seriez en train de réparer vos erreurs, de trouver des solutions, de prendre vos responsabilités. Amélie s'est levée aussi. Léa, on essaie, mais c'est dur. La vie est dure, pour tout le monde. Tu ne vas pas nous aider? Non. Même pas 200 €? Surtout pas 200 €? Amélie a ri. Un rire nerveux, désespéré. Tu es incroyable. Ton propre fils te supplie et tu lui tournes le dos. Je ne lui tourne pas le dos. Je lui apprends à marcher seul. C'est de la cruauté. Non. J'ai regardé Julien. La cruauté, c'était de me mentir, de me trahir, de prévoir de me voler ma maison. Ça, c'était de la cruauté. Julien a baissé la tête. Tu as raison. Amélie l'a fusillé du regard. Julien, non, Amélie, elle a raison. Il m'a regardé. Maman, je suis désolée. Vraiment, je ne sais pas comment je vais réparer ça, mais je vais essayer. Bien, mais en attendant, on a vraiment besoin de ces 200 €. Et là, j'ai compris. Il n'avait rien appris. Rien. Sortez. Quoi? Amélie a sursauté. J'ai dit, sortez. Léa, on est venu en paix. Vous êtes venu me manipuler. Encore. Avec vos excuses creuses et vos demandes d'argent. Ce ne sont pas des excuses creuses. Si, j'ai ouvert la porte. Parce que si vous étiez vraiment désolé, vous ne seriez pas là à tendre la main. Vous seriez en train de construire votre vie, sans moi. Julien s'est approché. Maman, s'il te plaît. Non, Julien. J'ai secoué la tête. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Mais je ne peux plus t'aider, parce que chaque fois que je t'aide, je t'empêche de grandir. Ils sont sortis. Amélie d'abord, furieuse. Julien ensuite, la tête basse. Sur le palier, il s'est retourné. Maman, est-ce que tu me pardonneras un jour? J'ai regardé mon fils. Cet homme de 32 ans qui ressemblait encore à un enfant perdu. Je ne sais pas. D'accord. Il a hoché la tête. Je comprends. Il est parti. J'ai refermé la porte. Et cette fois, je n'ai pas pleuré. Les jours sont devenus des semaines. J'ai repris ma routine. Courses, ménage, promenade, thé l'après-midi. Mais quelque chose avait changé en moi. J'étais plus calme, plus forte, mais aussi plus seule. Le téléphone ne sonnait plus. Julien n'appelait plus, n'écrivait plus. Il m'avait abandonnée, comme Françoise l'avait prédit. Un jour, en faisant le marché, j'ai croisé une ancienne collègue, Martine. On avait enseigné ensemble pendant 20 ans. Léa, quelle surprise! Martine, comment vas-tu? Très bien. Et toi? Comment va Julien? Mon cœur s'est serré. Il va bien. Et sa femme? Comment elle s'appelle déjà? Amélie. Ah oui, Amélie. Toujours aussi charmante? J'ai souri. Un sourire qui ne voulait rien dire. Toujours. On a bavardé quelques minutes. Puis elle est partie. Et je me suis rendu compte de quelque chose. Je mentais. Je mentais pour protéger une image, une façade, une illusion. L'illusion que tout allait bien. Mais rien n'allait bien. Ce soir-là, assise dans mon salon, j'ai regardé autour de moi. Mon appartement désuet, mes meubles de brocante, ma vie médiocre. Et j'ai réalisé quelque chose. Cette maison, c'était moi. Modeste, honnête, digne. Elle ne brillait pas. Elle ne faisait pas d'effet. Elle n'impressionnait personne. Mais elle tenait debout. Depuis 38 ans. À travers les joies, les peines, les trahisons, elle tenait debout. Comme moi. J'ai pris les clés sur la table. Le ruban bleu n'était plus là. Je l'avais jeté après qu'il se soit déchiré. Mais les clés étaient toujours là. Solides, fiables. Je suis allé dans ma chambre. J'ai ouvert mon tiroir. J'ai sorti un nouveau ruban. Rouge cette fois. Rouge comme le sang. Comme la vie.
comme la force. J'ai attaché le ruban autour des clés. Un nouveau départ. Le lendemain, j'ai reçu une lettre, enveloppe blanche, écriture que je ne reconnaissais pas. Je l'ai ouverte. C'était une lettre d'un cabinet d'avocats. Maître Dubois, cabinet d'avocats. Mon cœur a bondi. J'ai lu. Madame Renaud, nous vous écrivons au nom de Madame Amélie Renaud, née Durand, épouse de votre fils Julien Renaud. Madame Amélie Renaud nous a informé que vous détenez certains biens qui lui appartiennent légitimement, notamment des objets personnels et des documents laissés à votre domicile lors de son départ précipité. Nous vous demandons de bien vouloir restituer lesdits biens dans un délai de 7 jours. À défaut, nous serons contraints d'engager une procédure judiciaire pour récupération de biens et éventuellement pour préjudice moral. J'ai relu la lettre, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Préjudice moral. Elle me poursuivait en justice pour préjudice moral. J'ai appelé le cabinet. Cabinet Maître Dubois. Bonjour. Bonjour, je suis Léa Renaud. Je viens de recevoir une lettre de votre cabinet. Ah oui, Madame Renaud. Un instant, je vous passe Maître Dubois. Attente. Musique classique, puis une voix masculine. Madame Renaud, Maître Dubois. Bonjour maître. Je vous appelle au sujet de cette lettre. Oui, ma cliente souhaite récupérer ses biens. Quels biens? Des vêtements, des documents, des objets personnels. Ils sont partis avec toutes leurs affaires. Apparemment non. Alors qu'ils viennent les chercher. Ma cliente ne souhaite pas revenir à votre domicile. Elle se sent menacée. Menacée? Menacée? Oui. Vous l'avez mise à la porte avec violence. C'est faux. C'est sa parole contre la vôtre. J'ai respiré profondément. Maître, dites à votre cliente qu'elle peut venir chercher ses affaires quand elle veut, mais qu'elle ne mente pas. Je ne l'ai jamais menacée. Je lui ai simplement demandé de partir après avoir découvert qu'elle prévoyait de me voler ma maison. Silence. De vous voler votre maison? Oui. Elle et mon fils ont fait estimer mon appartement sans mon consentement. Préparer des documents de prêt hypothécaire. Tout ça dans mon dos. Vous avez des preuves? Oui. Tous les documents. Silence plus long. Je vois. Son ton avait changé. Dans ce cas, Madame Renaud, je vais discuter avec ma cliente. Faites donc. Bonne journée. Il a raccroché. Je n'ai plus entendu parler du cabinet, ni d'Amélie, ni de Julien. Le silence s'est installé, définitif, et j'ai compris que c'était fini, vraiment fini. Mon fils avait choisi. Il avait choisi Amélie. Il avait choisi de me croire coupable, de me punir, de m'abandonner. Et moi, j'avais perdu. J'avais perdu mon fils. J'avais perdu ma famille. J'avais perdu mes illusions. J'avais tout perdu. Mais quelque chose d'étrange se passait en moi. Je m'attendais à m'effondrer, à sombrer dans la dépression, à regretter mes choix. Mais non, j'étais triste. Oui, profondément triste, mais pas brisée, parce que j'avais gardé quelque chose d'essentiel, ma dignité. Les semaines suivantes, j'ai continué ma vie, seule, mais pas vide. J'ai recommencé à lire, des livres que j'avais négligés pendant des mois. J'ai recommencé à cuisiner, pour moi, des plats que j'aimais. J'ai recommencé à voir des amis, celles que j'avais délaissées. Et lentement, très lentement, quelque chose en moi guérissait. Un soir, je suis allée au jardin du Luxembourg. Je me suis assise sur le même banc, celui près de la fontaine Médicis. Le soleil se couchait. Les ombres s'allongeaient, et j'ai pensé à Alain. Tu vois, mon amour, j'ai survécu. Une brise douce a caressé mon visage, comme une réponse. En rentrant chez moi, j'ai croisé ma voisine de palier, Madame Blanchard, une femme de 80 ans, toujours élégante. Bonsoir, Léa. Bonsoir, Madame Blanchard. Vous savez, je voulais vous dire, elle a hésité. J'ai entendu les disputes, les portes qui claquent, votre fils qui pleurait dans l'escalier. Mon cœur s'est serré. Je suis désolée, nous avons dû vous déranger. Non, non, ce n'est pas ça. Elle a posé sa main sur la mienne. Je voulais vous dire que vous avez bien fait. Pardon? De les mettre dehors. Ses yeux brillaient. J'ai eu un fils comme le vôtre, autrefois, qui prenait, sans jamais donner. J'ai tout donné. Ma maison, mon argent, ma santé. Et à la fin, il m'a laissé seule, dans une maison de retraite, sans jamais venir me voir. Elle a souri tristement. Vous, au moins, vous avez gardé votre maison, votre dignité, c'est tout ce qui compte. Cette nuit-là, j'ai dormi pour la première fois depuis des semaines. Un sommeil profond, réparateur. Et quand je me suis réveillée le lendemain, j'ai senti quelque chose. Une paix, fragile, incertaine, mais présente. J'avais perdu mon fils, mais j'avais retrouvé moi-même. Et c'était peut-être là, la vraie victoire. Pas de garder sa famille à tout prix, mais de se garder soi-même, de ne pas disparaître, de ne pas s'oublier, de rester debout, même quand tout s'effondre. J'ai pris les clés avec leur nouveau ruban rouge, et je me suis dit, Léa, tu es toujours là, ta maison est toujours debout, ton cœur bat encore, tu as survécu. Et peut-être, un jour, Julien comprendra, peut-être qu'il reviendra, peut-être qu'il s'excusera vraiment, ou peut-être pas. Mais quoi qu'il arrive, tu seras toujours là, forte, digne, debout. Parce que la vraie force n'est pas de tout supporter, c'est de savoir dire « assez » et de tenir bon. 3 mois ont passé, 3 mois sans nouvelles de Julien, 3 mois de silence. Et étrangement, ce silence ne me faisait plus mal. Il était devenu apaisant,
comme le silence d'une maison après une tempête, quand tout est enfin calme, quand on peut enfin respirer. J'avais repris ma vie, mais ce n'était pas la même vie qu'avant. C'était une vie nouvelle, différente, plus consciente. Je me levais chaque matin avec une sensation étrange, celle d'être libre, libre de ne plus attendre un appel, libre de ne plus marcher sur des œufs, libre de vivre pour moi. Un mardi matin de février, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je suis allée chez le coiffeur, pas celui du quartier où j'allais depuis 30 ans, un nouveau, un salon moderne dans le 6e arrondissement. Moi, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? A demandé la coiffeuse, une jeune femme aux cheveux roses. Je veux du changement. Quel genre de changement ? Couper, tout. Elle a souri. Vous êtes sûre ? Certaine. Quand je suis sortie du salon, je ne me reconnaissais pas. Mes cheveux longs, que je portais en chignon depuis toujours, étaient maintenant courts, à la garçonne, moderne, élégant. Je me suis regardée dans la vitrine d'une boutique. Et j'ai vu une femme que je ne connaissais pas. Une femme forte, une femme libre, une femme qui avait survécu. En rentrant chez moi, j'ai croisé Madame Blanchard. Elle m'a regardée avec de grands yeux. « Léa, c'est vous ?»« Oui, mon Dieu, vous êtes magnifique. »« Merci. C'est un nouveau départ ?» J'ai souri. « Oui, c'est exactement ça. » Ce soir-là, j'ai fait quelque chose d'autre. J'ai ouvert le placard de la chambre d'amis, celle où Julien et Amélie avaient dormi. Il restait encore quelques affaires. Des vêtements oubliés, un livre, une écharpe. J'ai tout mis dans un carton. Puis j'ai écrit un message à Julien. « J'ai mis vos affaires dans un carton. Tu peux passer les chercher quand tu veux. Préviens-moi avant. Maman. » Courte, neutre, sans émotion. J'ai envoyé le message. Et j'ai attendu. 2 jours plus tard, Julien a répondu. « Merci maman. Je passerai samedi vers 14h. » Julien. Mon cœur s'est serré, mais je me suis tenue droite. « D'accord, » ai-je répondu. À samedi. Le samedi, à 14h précise, on a sonné. J'ai ouvert. Julien était là, seul. Il avait maigri, des cernes sous les yeux, les cheveux plus longs, mal coiffés. « Bonjour maman. »« Bonjour Julien. » On s'est regardé. Un silence pesant. « Tu as changé de coiffure ?»« Oui, c'est joli. Merci. Entre. » Il est entré, lentement, comme s'il entrait dans une maison étrangère. Le carton était dans l'entrée. Je l'avais préparé. « Voilà vos affaires. » Il a regardé le carton, puis moi. « Maman, est-ce qu'on peut parler ?» J'ai hésité. 5 minutes. D'accord. On s'est assis dans le salon, lui sur le canapé, moi dans le fauteuil. Le même arrangement qu'avant, mais tout avait changé. « Comment vas-tu ?» ai-je demandé. Je vais. » Il a haussé les épaules. « Je travaille toujours comme livreur. C'est dur, physiquement, mais ça paie les factures. » Et Amélie, son visage s'est assombri. Elle va bien. « Vous êtes toujours ensemble ?» Oui. Silence. « Maman, je voulais te dire quelque chose. Je t'écoute. » Il a pris une grande inspiration. « Tu avais raison. Pour tout. » Mon cœur a bondi. Raison sur quoi? Sur Amélie, sur nous, sur tout. Il s'est frotté le visage. Depuis qu'on est parti d'ici, c'est l'enfer. Elle me reproche tout. Le fait qu'on vive dans un studio minable, que je gagne mal ma vie, que je ne sois pas assez ambitieux. Elle te l'a toujours reproché, Julien. Oui, mais avant, je ne voulais pas le voir. Il m'a regardé. Maintenant, je vois tout. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne sais pas. Il a baissé la tête. J'ai peur de partir, peur de me retrouver seule, peur d'avoir gâché ma vie pour rien. J'ai regardé mon fils, cet homme brisé qui ressemblait à un enfant perdu, et une partie de moi voulait le prendre dans mes bras. Lui dire que tout irait bien, qu'il pouvait revenir, que je lui pardonnerais tout, mais je ne l'ai pas fait, parce que j'avais appris quelque chose. Qu'aider quelqu'un, ce n'est pas toujours le sauver. Parfois, c'est le laisser tomber, pour qu'il apprenne à se relever seul. Julien, tu me demandes ce que tu dois faire, mais je ne peux pas répondre à ta place. Mais non, j'ai levé la main. Tu es un adulte, tu dois faire tes propres choix et assumer les conséquences. J'ai peur de me tromper. Tout le monde a peur, mais on fait quand même. Il a hoché la tête lentement. Est-ce que tu me pardonnes? J'ai réfléchi. Longtemps. Je ne sais pas. D'accord. Il semblait accepter. Je comprends. Mais je peux te dire une chose. Quoi? Que je t'aime. Toujours. Même si je ne peux pas te pardonner maintenant. Même si je ne peux pas t'aider. Je t'aime. Ses yeux se sont remplis de larmes. Moi aussi je t'aime, maman. Il est parti avec le carton. Avant de franchir la porte, il s'est retourné. « Maman, est-ce que tu penses qu'un jour on pourra recommencer? Peut-être, si tu changes vraiment, si tu prends ta vie en main, si tu deviens l'homme que ton père espérait que tu sois. Et si je n'y arrive pas, alors tu auras fait tes choix, et moi, j'aurai fait les miens. » Il a hoché la tête. « Au revoir, maman. Au revoir, Julien. » Après son départ, je me suis assise sur le canapé. Les clés avec le ruban rouge étaient sur la table basse. Je les ai prises, je les ai serrées fort, et j'ai senti quelque chose, une paix profonde. J'avais dit ce que j'avais à dire, ni trop peu. J'avais posé mes limites, sans cruauté, mais avec fermeté. Et maintenant, c'était à lui de jouer. Les semaines suivantes, j'ai continué ma transformation. J'ai trié mes affaires, donné ce qui ne me servait plus, gardé l'essentiel. J'ai repeint la chambre d'amis, en bleu clair, une couleur apaisante. J'ai acheté de nouvelles plantes, des géraniums pour le balcon,
des orchidées pour le salon. J'ai changé les rideaux, plus légers, plus lumineux. Petit à petit, j'effaçais les traces du passé, non pas pour oublier, mais pour avancer. Un jour, j'ai reçu un appel d'une association. Madame Renaud, ici, l'association Lire et faire lire. Nous cherchons des bénévoles pour lire des histoires aux enfants dans les écoles. Seriez-vous intéressé? J'avais envoyé ma candidature quelques semaines plus tôt. J'avais presque oublié. Oui, je suis très intéressé. Parfait. Vous pourriez commencer la semaine prochaine? Avec plaisir. Le jeudi suivant, je suis entré dans une école primaire du 15e, une classe de CE1, 25 enfants aux yeux brillants. Les enfants, voici Madame Léa. Elle va nous lire une histoire. Je me suis assise sur la petite chaise devant eux. J'ai ouvert le livre, Le Petit Prince, d'Antoine de Saint-Exupéry, et j'ai commencé à lire. Les enfants m'écoutaient, fascinés, certains avec la bouche ouverte, d'autres en se mordant les lèvres. Et moi, je lisais, avec tout mon cœur. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Ces mots résonnaient en moi. L'essentiel, ce n'était pas l'argent, ce n'était pas le luxe, ce n'était pas le paraître. C'était ça, ces enfants, ces sourires, cette simplicité. Après la lecture, une petite fille est venue me voir. « Madame, vous reviendrez ?»« Oui, je reviendrai. Vous êtes gentille. » Elle m'a serré dans ses bras. Et quelque chose en moi s'est réparé. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je me sentais légère. J'avais trouvé quelque chose, un but, une raison de me lever le matin. Non pas pour quelqu'un, mais pour moi. Et pour ces enfants qui avaient besoin d'histoire. Avril est arrivé. Les arbres bourgeonnaient, les jours rallongeaient, et moi, je renaissais. J'avais repris contact avec d'anciennes amies. Martine, Claire, Agnès. On se voyait une fois par semaine pour déjeuner, pour papoter, pour rire. Elles me disaient toutes la même chose. « Léa, tu as changé, tu rayonnes. » Et c'était vrai. Je rayonnais, pas parce que j'étais heureuse, mais parce que j'étais libre. Un samedi après-midi, je suis allée au jardin du Luxembourg, mon endroit préféré, celui d'Alain. Je me suis assise sur le banc près de la fontaine Médicis, et j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. La trahison, la douleur, la perte, mais aussi la force, la dignité, la renaissance. Une femme s'est assise à côté de moi, cheveux gris, manteau élégant. Elle m'a souri. « Belle journée, n'est-ce pas? »« Oui, magnifique. Vous semblez en paix. »« Je le suis. Enfin, c'est rare. » Elle m'a regardé. « La paix, c'est un luxe. »« Oui, mais c'est le seul qui vaille vraiment. » Elle a ri doucement. « Vous avez raison. » On a bavardé quelques minutes. Elle s'appelait Hélène. Elle était veuve aussi. Elle avait 2 filles. Elles habitent à l'étranger. Je ne les vois presque jamais. Au début, ça me brisait le cœur. Maintenant, j'ai appris à vivre pour moi. C'est difficile, n'est-ce pas? Apprendre à vivre pour soi. Très. Mais c'est nécessaire. Elle s'est levée. Parce que si on ne vit pas pour soi, on ne vit pas vraiment. On survit. Elle est partie. Et ces mots sont restés avec moi. Ce soir-là, j'ai écrit dans mon journal. Je n'avais jamais tenu de journal. Mais depuis quelques semaines, j'écrivais, chaque soir, quelques lignes, pour me souvenir, pour comprendre, pour guérir. J'ai écrit, aujourd'hui, j'ai compris quelque chose. J'ai passé ma vie à prendre soin des autres, de mon mari, de mon fils, de mes élèves, mais je ne me suis jamais occupé de moi. Maintenant, je le fais. Et c'est la chose la plus difficile, mais aussi la plus importante, que j'ai jamais faite. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je ne sais pas si Julien reviendra, s'il changera, s'il deviendra l'homme que j'espérais. Mais je sais une chose. Quoi qu'il arrive, je serai là, pour moi. Mai est arrivé. Un matin, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. « Allô, Madame Renaud? Ici Maître Charpentier, notaire. » Mon cœur s'est serré. « Oui, je vous appelle au sujet d'une succession, celle de Madame Jeanne Mercier. » Jeanne Mercier, ma tante, la sœur de ma mère. Je ne l'avais pas vue depuis des années. Elle vivait en Normandie. Ma tante est décédée? Oui, il y a 3 semaines. Je suis désolée. Oh, un pincement au cœur. Je ne savais pas. Elle vous a désignée comme unique héritière. Je suis restée silencieuse. Héritière? Oui, elle n'avait pas d'enfant, pas d'autres parents proches. Elle vous laisse sa maison et ses économies. Combien? La maison est estimée à environ 200 000 euros. Les économies s'élèvent à 90 000 euros. 290 000 euros. J'ai failli tomber. Madame Renaud, vous êtes toujours là? Oui, oui, je suis là. Vous devrez venir signer les documents, à Honfleur. D'accord. Quand? Quand vous voudrez. La semaine prochaine? Oui, la semaine prochaine. Après avoir raccroché, je me suis assise, les mains tremblantes. 290 000 euros. Une fortune. Pour moi. J'ai pensé à Julien, à Amélie, à leurs dettes, à leur désespoir. J'aurais pu leur donner cet argent, régler tous leurs problèmes, mais quelque chose en moi a dit non. Non, cet argent n'était pas pour eux, il était pour moi, pour ma sécurité, pour ma retraite, pour ma liberté. J'ai pris les clés avec le ruban rouge, et j'ai pensé, merci tante Jeanne. Je ne l'avais presque pas connue, mais elle m'avait donné quelque chose d'inestimable,
la possibilité de vivre sans peur, sans dépendre de personne. La semaine suivante, je suis allée à Honfleur, une petite ville de Normandie, pittoresque, charmante. La maison de ma tante était sur le port, une jolie maison en pierre avec vue sur la mer. Le notaire m'a fait visiter. C'est une belle propriété, bien entretenue. Vous pourriez la vendre, ou la garder. Peut-être pour les vacances? Je suis restée devant la fenêtre, regardant les bateaux. Je vais la garder. Vraiment? Oui, j'ai souri. Je crois que j'ai besoin d'un nouveau départ. J'ai signé les papiers. Et en sortant du cabinet, je me suis sentie différente. Plus riche, oui, mais surtout plus forte. Parce que je savais maintenant que je pouvais survivre, que je n'avais besoin de personne pour me sauver, que j'étais capable de me tenir debout, seule. De retour à Paris, j'ai pris une décision. Je n'allais pas parler de cet héritage à Julien. Pas maintenant. Peut-être jamais. Ce n'était pas par méchanceté, c'était par sagesse, parce que je savais ce qui se passerait si je lui en parlais. Il demanderait de l'aide, Amélie exigerait sa part, et tout recommencerait. Non. Cette fois, je protégeais ce qui m'appartenait. Juin est arrivé. Un soir, j'étais chez moi, en train de lire, quand on a sonné. J'ai ouvert. C'était Madame Blanchard. « Léa, pardonnez-moi de vous déranger, mais j'ai quelque chose à vous dire. »« Entrez, Madame Blanchard. » Elle est entrée. Elle semblait nerveuse. « C'est à propos de votre fils. » Mon cœur s'est arrêté. « Julien, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai vu ce matin, dans la rue. Et il était avec sa femme. Ils se disputaient, violemment. À quel sujet? Je ne sais pas exactement. Mais elle criait. Elle disait qu'elle en avait assez, qu'elle voulait partir, que tout était de sa faute. J'ai fermé les yeux. Merci de m'avoir prévenu. Léa, je sais que c'est difficile, mais peut-être que c'est bien. Peut-être qu'il a besoin de toucher le fond, pour remonter. Elle est partie. Et je suis restée assise dans mon salon. Julien et Amélie se disputaient. Leur couple se fissurait, et une partie de moi était triste. Mais une autre partie savait que c'était nécessaire, que c'était le prix à payer pour grandir. Cette nuit-là, j'ai rêvé d'Alain. On était dans le jardin du Luxembourg, assis sur notre banc. « Tu as bien fait, Léa. Tu crois? J'en suis sûre. » Il a pris ma main. « Tu as été forte, courageuse. Tu as protégé ce qui comptait. Mais j'ai perdu Julien. »« Non, tu l'as laissé partir. Ce n'est pas pareil. Et s'il ne revient jamais, alors il aura fait son choix. Et toi, tu auras fait le tien. » Il m'a embrassé sur le front. Mais je crois qu'il reviendra, un jour. Quand il aura compris, je me suis réveillée. Il faisait jour. Les oiseaux chantaient. Et j'ai su que j'avais fait le bon choix. Que je n'avais pas à me justifier. Que je n'avais pas à culpabiliser. J'avais protégé ma vie, ma dignité, mon avenir. Et c'était tout ce qui comptait. Juillet est arrivé. Les vacances, la chaleur, l'été. J'ai décidé de passer quelques semaines à Honfleur, dans ma nouvelle maison. J'ai emballé mes affaires, fermé mon appartement, et je suis partie. La maison de Honfleur était magnifique, calme, lumineuse, apaisante. Chaque matin, je me réveillais avec vue sur la mer. Je prenais mon café sur la terrasse, je lisais, je marchais sur le port. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais complète. Un soir, assise sur la terrasse, j'ai regardé le coucher de soleil. Le ciel était rose et orange. Les mouettes criaient, les bateaux dansaient sur l'eau. Et j'ai pensé à quelque chose. La vie m'avait tout pris. Mon mari, mon fils, mes illusions. Mais elle m'avait aussi tout donné. La force, la sagesse, la liberté. Et maintenant, une maison au bord de la mer. J'ai sorti les clés de mon sac, les clés de Paris, avec leurs rubans rouges. Je les ai regardées longtemps, puis j'ai souri. Merci, ai-je murmuré. Merci à la vie. Merci à la douleur qui m'a appris. Merci à la trahison qui m'a réveillée. Merci à moi-même d'avoir tenu bon. Et j'ai compris quelque chose de profond. La justice n'a pas besoin de moi pour exister. Je n'ai pas besoin de me venger. Je n'ai pas besoin de punir. Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Parce que la vie se charge toujours de rendre justice, d'une manière ou d'une autre. Amélie avait cru que le luxe durerait toujours. Elle avait méprisé la simplicité, la modestie, l'honnêteté. Et maintenant, elle vivait dans un studio, avec un mari qu'elle ne respectait plus. Julien avait cru qu'il pouvait tout prendre sans rien donner. Il avait trahi sa mère, sa famille, ses valeurs. Et maintenant, il était seul, perdu, brisé. Bertrand et Françoise avaient cru qu'ils étaient au-dessus des lois. Ils avaient menti, volé, triché. Et maintenant, ils portaient un bracelet électronique. Leur empire s'était effondré. La vie avait déjà rendu justice, sans que j'aie à lever le petit doigt, sans que j'aie à prononcer un mot, juste en laissant le temps faire son œuvre. Ce soir-là, j'ai écrit dans mon journal. Aujourd'hui, j'ai compris que la vraie force n'est pas de frapper, c'est de lâcher prise, de laisser la vie faire son travail, de faire confiance au temps, parce que tout finit toujours par revenir, le bien comme le mal, l'amour comme la haine, la générosité comme l'égoïsme. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Et pendant que j'écrivais ces mots, je n'imaginais pas que quelques semaines plus tard, je recevrais un appel qui changerait tout, un appel qui me montrerait que la justice poétique n'est pas qu'une expression, c'est une réalité, et qu'Amélie, qui avait tout méprisé,
allait bientôt tout perdre, d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Août à Honfleur était magnifique. Je passais mes journées à me promener sur le port, à lire sur ma terrasse, à respirer l'air marin. J'avais presque oublié Paris, presque oublié la douleur. Mais le passé a une drôle de façon de vous rattraper, même quand vous pensez l'avoir laissé derrière vous. Un mardi matin, j'ai reçu un appel. Martine, mon ancienne collègue. Léa, tu es où? Ça fait des semaines que j'essaie de te joindre. Je suis en Normandie, à Honfleur. J'ai hérité d'une maison. Une maison? Léa, c'est merveilleux. Oui, c'est apaisant. Écoute, je t'appelle parce que... Elle a hésité. J'ai des nouvelles. Sur ton fils. Mon cœur s'est serré. Quel genre de nouvelles? Je l'ai croisé hier, au supermarché. Il était, comment dire, pas bien. Pas bien comment? Maigre, fatigué. Il portait son uniforme de livreur. On a parlé quelques minutes. Et, Léa, il m'a demandé de tes nouvelles. Il voulait savoir si tu allais bien, si tu étais heureuse. Un silence. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Que tu allais très bien, que tu rayonnais. Et c'est vrai, non? Oui, j'ai souri. C'est vrai. Il avait l'air soulagé, mais aussi triste, comme s'il regrettait quelque chose. Peut-être qu'il regrette. Il m'a aussi dit autre chose. Quoi? Qu'Amélie et lui, ce n'est plus pareil. Qu'ils se disputent tout le temps. Qu'elle parle de partir. J'ai fermé les yeux. Merci de m'avoir prévenue, Martine. Léa, tu vas bien? Oui, je vais bien. Tu ne vas pas, je veux dire, tu ne vas pas essayer de l'aider? Non. Ma voix était calme. Il doit apprendre seul. Tu es sûre? Certaine. Après avoir raccroché, je suis sortie marcher. Le long du port, les bateaux se balançaient doucement, les mouettes criaient, et j'ai pensé à Julien, à ce qu'il vivait. Une partie de moi était triste, triste qu'il souffre, mais une autre partie savait que c'était nécessaire, que c'était le prix de ses choix. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un autre appel. Cette fois, c'était Madame Blanchard. Léa, je suis désolée de vous déranger pendant vos vacances, mais j'ai pensé que vous deviez savoir. Savoir quoi? Votre fils est venu à l'appartement. Il cherchait quelque chose, ou quelqu'un. Vous, probablement. Quand? Hier soir. Il avait l'air désespéré. Il a sonné chez vous pendant 10 minutes, puis il s'est assis dans l'escalier, et il a pleuré. Mon cœur s'est brisé. Il a pleuré? Oui, longtemps. Puis il est parti. Je n'ai pas rappelé Julien. Je savais que je devais rester forte, tenir mes limites. Mais cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je pensais à lui, assis dans l'escalier, pleurant. Mon petit garçon. Début septembre, je suis rentrée à Paris. Ma maison m'a accueillie comme une vieille amie. Silencieuse, fidèle, j'ai ouvert les fenêtres, aéré les pièces, rangé mes affaires, et j'ai repris ma vie parisienne, le bénévolat à l'école, les déjeuners avec mes amis, les promenades au Luxembourg. Tout était comme avant. Mais j'étais différente, plus forte, plus sereine, plus libre. 1 semaine après mon retour, j'ai reçu une visite inattendue. On a sonné à ma porte, un dimanche après-midi. J'ai ouvert, c'était Julien, seul. Il avait encore maigri, les traits tirés, les yeux rouges. Maman, Julien, entre. On s'est assis dans le salon. Le silence était pesant. Comment vas-tu? Ai-je demandé doucement. Pas bien. Il a baissé la tête. Pas bien du tout. Raconte-moi. Il a pris une grande inspiration. Amélie et moi, c'est fini. Mon cœur a bondi. Fini? Oui. Elle est partie, il y a 3 jours. Que s'est-il passé? Il s'est frotté le visage. Elle a rencontré quelqu'un, un homme, riche, entrepreneur. Elle l'a connu dans un gala de charité où elle était invitée par une amie. Et elle l'a quitté, pour lui. Sa voix tremblait. Elle a fait ses valises et elle est partie, sans un mot. Juste un message, je mérite mieux que ça. Je mérite mieux que ça. Je l'ai regardé, mon fils, brisé, abandonné, par la femme pour qui il avait tout sacrifié, y compris sa mère. Je suis désolée, Julien. Moi aussi. Il a levé les yeux vers moi. Mais tu sais ce qui est drôle? Quoi? Je ne suis pas triste qu'elle soit partie. Je suis soulagée. Soulagée? Oui, il a ri amèrement. Parce que pendant des mois, j'ai vécu dans le mensonge. Je me disais que je l'aimais, que c'était juste une mauvaise passe, que tout allait s'arranger. Mais la vérité, c'est que je ne l'aimais plus. Il a secoué la tête. Je ne sais même pas si je l'ai vraiment aimée, ou si j'aimais juste l'idée d'elle, le prestige, le luxe, l'illusion. Et maintenant je vois tout. Il m'a regardé droit dans les yeux. Tu avais raison, maman. Pour tout. Silence. Pourquoi es-tu venu aujourd'hui, Julien? Parce que je voulais te dire quelque chose. Il a pris ma main. Je suis désolée. Vraiment désolée. Pour tout ce que je t'ai fait, pour t'avoir menti, trahi, pour t'avoir choisi elle plutôt que toi. Les larmes coulaient sur ses joues. Tu es la meilleure personne que je connaisse, et je t'ai traitée comme une étrangère, comme un obstacle. Julien, non, laisse-moi finir. Il a serré ma main. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne mérite pas ton pardon. Mais je voulais que tu saches que j'ai compris. Enfin, j'ai essuyé mes larmes. Qu'est-ce que tu as compris? Que l'argent ne fait pas le bonheur, que le luxe est vide, que la famille, c'est tout ce qui compte. Il a regardé autour de lui. Cette maison que je trouvais désuète, c'est la plus belle maison du monde. Parce que c'est la tienne,
parce que tu l'as construite avec amour. Mon cœur s'est gonflé. Merci Julien. Non, merci à toi. Il a embrassé ma main. Merci de ne pas avoir cédé. Merci de m'avoir forcé à voir la vérité. Merci de m'avoir appris que l'amour, ce n'est pas tout accepter. C'est parfois dire non. On a pleuré ensemble, longtemps. Puis je lui ai préparé du thé. On a parlé pendant des heures. Il m'a raconté les derniers mois, la vie avec Amélie, les disputes, les humiliations, la solitude. Elle me reprochait tout, mon salaire, mon physique, mes origines. Elle disait que j'étais un loser, que je n'avais aucune ambition. Et toi, qu'est-ce que tu lui répondais? Rien, je me taisais. Il a ri tristement, comme tu te taisais avec nous. Julien, tu as un endroit où dormir? Oui, j'ai trouvé une chambre de bonne, dans le 18e. Ce n'est pas grand, mais c'est à moi. Tu travailles toujours comme livreur? Oui, mais je cherche autre chose. Je passe des entretiens, moins prestigieux comme tu disais, mais honnêtes. Bien, maman, est-ce que... Il a hésité. Est-ce que tu peux me pardonner? Un jour, j'ai réfléchi, longtemps. Je ne sais pas, Julien, la blessure est profonde, je comprends. Mais je peux te dire une chose. Quoi? Je suis fier de toi. Il a levé les yeux, surpris. Fier? Oui, parce que tu as eu le courage de venir, de t'excuser, de reconnaître tes erreurs. Peu de gens en sont capables. Il est parti en fin d'après-midi. Sur le pas de la porte, il s'est retourné. Est-ce que je peux revenir, de temps en temps, juste pour prendre un café? Oui, tu peux revenir. Merci maman. Mais Julien? Oui, si tu reviens, ce sera avec respect, avec honnêteté, avec maturité. Je comprends. Bien. Après son départ, je me suis assise sur le canapé. Les clés avec le ruban rouge étaient sur la table. Je les ai prises. Et j'ai senti quelque chose. Un début de guérison. Pas complète, pas encore, mais un début. Quelques semaines plus tard, Martine m'a appelé. Léa, tu ne vas pas croire ce que j'ai entendu. Quoi? Tu te souviens d'Amélie? Difficile de l'oublier. Eh bien, j'ai des nouvelles, par une amie qui connaît quelqu'un qui la connaît. Raconte. Apparemment, elle s'est installée avec son nouvel homme, le riche entrepreneur. Et alors? Et il s'avère que ce n'est pas aussi rose qu'elle le pensait. Comment ça? L'homme est marié. Il ne veut pas divorcer. Il a installé Amélie dans un appartement, mais il ne la voit que 2 fois par semaine. Elle est devenue, comment dire, sa maîtresse. Mon cœur s'est serré. Pas de tristesse, mais de justice poétique. Elle qui voulait mieux que Julien. Elle a trouvé pire. Martine a soupiré. Et apparemment, elle est malheureuse, très malheureuse. L'homme la traite comme un objet. Il lui achète des cadeaux, mais ne l'écoute jamais, ne la respecte jamais. C'est triste. Oui, mais tu sais ce qu'on dit, on récolte ce qu'on sème. Après avoir raccroché, j'ai pensé à Amélie, cette femme qui m'avait méprisée, cette femme qui avait dit que ma maison sentait la pauvreté, cette femme qui avait voulu me voler mon appartement. Elle avait tout quitté pour le luxe. Et maintenant, elle vivait dans une cage dorée. Belle de l'extérieur, vide de l'intérieur. Octobre est arrivé. Un matin, en lisant le journal, je suis tombé sur un article. Procès Durand. La justice rend son verdict. Les parents d'Amélie, Bertrand et Françoise. J'ai lu l'article. Le couple Durand a été condamné à 5 ans de prison ferme pour blanchiment d'argent et fraude fiscale. Leurs biens ont été saisis et vendus aux enchères pour indemniser les victimes. Bertrand Durand, 63 ans, a été vu quittant le tribunal en pleurs. Sa femme, Françoise, 60 ans, a refusé de commenter. 5 ans de prison. Tous leurs biens saisis, leur empire effondré. J'ai replié le journal et j'ai pensé à la conversation que j'avais eue avec Françoise, au téléphone, il y a des mois. Vous allez vous retrouver seule, vieille, abandonnée. Maintenant, c'était elle, seule, dans une cellule de prison, abandonnée par tous ceux qui l'avaient adulée. La vie avait rendu justice, sans que j'aie à lever le petit doigt. Novembre. Julien venait me voir 1 fois par semaine. On prenait le thé, on parlait, parfois de choses légères, parfois de choses profondes. Il avait trouvé un nouveau travail, assistant commercial dans une PME. Rien de prestigieux, mais honnête. Je gagne moins qu'avant, mais je dors mieux, c'est l'essentiel. Un jour il m'a dit, « Maman, j'ai appris quelque chose. » Quoi? Qu'on ne peut pas construire le bonheur sur le malheur des autres? Je l'ai regardé. Explique-moi. Avec Amélie, on vivait bien parce que ses parents volaient, on était heureux parce qu'on ignorait la souffrance des victimes. Il a secoué la tête. Ce n'était pas du bonheur, c'était une illusion. Et maintenant, je construis ma vie, avec mes mains, avec mon travail. Ce n'est pas glamour, mais c'est réel. Décembre. Un soir, Julien m'a invité à dîner. Chez lui, dans sa chambre de bonne. C'était minuscule, un lit, une table, une petite cuisine, mais c'était propre, rangé, lumineux. C'est petit, je sais, mais c'est chez moi. C'est magnifique, Julien. Il a cuisiné, rien de compliqué. Des pâtes, une salade, mais c'était fait avec amour. Et on a mangé ensemble, comme avant, comme quand il était petit. Après le dîner, on a parlé. « Maman, je voulais te demander quelque chose. »« Oui, est-ce que tu m'as pardonné ?» J'ai regardé mon fils, cet homme qui avait tant changé, qui avait appris, grandi, mûri. Oui, j'ai pris sa main. Je t'ai pardonné.
Ses yeux se sont remplis de larmes. Merci. Mais Julien? Oui? Ne me remercie pas. Remercie-toi. Parce que tu as fait le travail. Tu as changé. Il m'a raccompagné chez moi, dans le métro, puis à pied. Devant ma porte, il m'a embrassé. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, mon chéri. Ce soir-là, seul dans mon appartement, j'ai pensé à tout. À la trahison, à la douleur, à la justice. Et j'ai compris quelque chose. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Amélie avait donné du mépris. Elle récoltait la solitude. Bertrand et Françoise avaient donné du mensonge. Ils récoltèrent la prison. Julien avait donné de la trahison. Il avait récolté l'abandon. Mais maintenant, il donnait de l'honnêteté. Et il récoltait le pardon. Un soir de fin décembre, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Léa, c'est Amélie. Mon cœur a bondi. J'ai hésité, longtemps, puis j'ai lu la suite. Je sais que tu n'as aucune raison de me répondre, mais j'avais besoin de te dire quelque chose. Tu avais raison, pour tout. J'étais arrogante, égoïste, cruelle. Et maintenant, je paie. Je vis dans un appartement payé par un homme qui ne m'aime pas. Je n'ai plus d'amis, plus de famille, plus rien. Et je me demande, comment tu as fait? Comment tu as survécu à tout ça avec tant de dignité? J'ai regardé le message, longtemps, puis j'ai répondu. Amélie, la dignité ne s'apprend pas. Elle se choisit, chaque jour, dans chaque décision. Je te souhaite de la trouver. Léa, courte, simple, sans rancune. Elle n'a jamais répondu. Et je ne m'y attendais pas. Noël est arrivé. Julien est venu dîner chez moi. J'avais préparé son plat préféré. Poulet rôti aux herbes. On a mangé, ri, parlé. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que ma famille se reconstruisait. Pas comme avant, différemment, plus forte, plus vraie, plus honnête. Ce soir-là, après son départ, je me suis assise sur le canapé. Les clés avec le ruban rouge étaient sur la table. Je les ai prises. Et j'ai pensé à une phrase que j'avais lue quelque part. Le karma n'est pas une vengeance, c'est un équilibre. Et c'était exactement ça. La vie n'avait pas puni Amélie pour me venger. Elle lui avait juste montré les conséquences de ses choix, comme elle avait montré à Julien, comme elle montre à tout le monde. Janvier, le début d'une nouvelle année. Un matin, j'ai reçu une lettre de la prison, de Françoise. J'ai hésité à l'ouvrir, puis je l'ai fait. Madame Renaud, je vous écris de la prison de Fleury-Mérogis. Je sais que vous n'avez aucune raison de lire cette lettre, mais j'avais besoin de vous écrire. Vous aviez raison. Nous avons tout perdu. Notre maison, notre argent, notre dignité, et surtout, notre fille. Amélie ne nous parle plus. Elle nous en veut. Elle dit que c'est notre faute si sa vie est détruite. Peut-être qu'elle a raison. Je pense souvent à vous, à votre petit appartement que j'avais jugé si sévèrement, à votre vie que je trouvais si médiocre. Maintenant, je donnerai tout pour avoir ce que vous avez. Une maison, une dignité, un fils qui vous aime. Je ne vous demande pas de me pardonner. Je vous demande juste de prendre soin de Julien, parce qu'Amélie ne le fera jamais, avec mes regrets. Françoise Durand. J'ai replié la lettre, les mains tremblantes. Cette femme qui m'avait méprisée, cette femme qui m'avait menacée, cette femme qui avait prédit que je finirais seule et abandonnée. C'était elle qui était seule, c'était elle qui était abandonnée, c'était elle qui avait tout perdu. J'ai pensé à lui répondre, à lui dire quelque chose, mais finalement, je ne l'ai pas fait. Parce que certaines leçons doivent être apprises dans le silence. Et Françoise avait besoin de ce silence pour réfléchir, pour comprendre, pour grandir. Février. Un soir, Julien et moi marchions dans le jardin du Luxembourg. C'était notre rituel maintenant, une fois par mois. Maman, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Comment tu as fait pour ne pas devenir amère? Après tout ce qu'on t'a fait, je me suis arrêtée. J'ai regardé la fontaine Médicis, l'endroit préféré d'Alain. Tu veux la vérité? Oui, j'aurais pu devenir amère, facilement. J'ai pris sa main, mais j'ai compris quelque chose. L'amertume, c'est du poison. Ça empoisonne celui qui la porte, pas celui qui l'a causé. Alors, tu as choisi quoi? Le pardon. Pas pour vous, pour moi. Parce que le pardon, ce n'est pas oublier, c'est libérer. On a continué à marcher. Le soleil se couchait, les ombres s'allongeaient. Maman? Oui, je t'aime. Je t'aime aussi, mon chéri. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai pensé à tout le chemin parcouru. De la femme silencieuse et soumise que j'étais, à la femme forte et libre que j'étais devenue. Et j'ai compris. La justice n'a pas besoin de cris. Elle n'a pas besoin de vengeance. Elle n'a pas besoin de violence. Elle a juste besoin de temps. Parce que la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Amélie m'avait traitée de folle. Elle avait dit que ma maison sentait la pauvreté. Elle avait méprisé tout ce que j'étais. Et des années plus tard, enfin, quelques mois plus tard, j'ai retrouvé ce même regard vide, pas dans un couloir d'hôpital, mais dans son message. Ce regard de quelqu'un qui a tout perdu, qui réalise trop tard, qui comprend enfin. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Parce que parfois, la plus grande victoire, c'est de ne rien faire. C'est de laisser la vie faire son travail. C'est de garder sa dignité et de regarder le karma accomplir son œuvre, silencieusement, implacablement, justement. Mars, le printemps revenait, les arbres bourgeonnaient, les jours rallongeaient, et moi,
Je me réveillais chaque matin avec une sensation que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. La paix. Pas une paix fragile, pas une paix temporaire, une paix profonde, enracinée, durable. Ce matin-là, j'ai pris mon café sur le balcon. Les géraniums roses avaient enfleuri. Ils dansaient doucement dans la brise. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé, à tout le chemin parcouru. 1 an plus tôt, j'étais une femme silencieuse, soumise, effacée. Aujourd'hui, j'étais une femme libre, forte, entière. Qu'est-ce qui avait changé? Pas ma maison. Elle était toujours la même. Modeste, simple, honnête, pas mes meubles. Le buffet en chêne restauré par Alain était toujours là. Le canapé bleu marine aussi. Ce qui avait changé, c'était moi. J'avais appris à dire non. J'avais appris à protéger ce qui m'appartenait. J'avais appris que l'amour sans limite n'est pas de l'amour. C'est de l'autodestruction. Julien venait toujours me voir, régulièrement. Pas pour demander, pas pour prendre. Juste pour être là, pour parler, pour partager. Il avait changé, vraiment changé. Il travaillait dur, économisait, construisait sa vie. Un jour, il m'a dit « Maman, j'ai compris quelque chose. » Quoi, mon chéri? Que le vrai luxe, ce n'est pas l'argent, c'est la tranquillité d'esprit. J'ai souri. Ton père disait exactement la même chose. Je m'en souviens. Il a regardé autour de lui. Et tu sais quoi? Il avait raison. Cette maison vaut plus que toutes les villas de Neuilly. Pourquoi? Parce qu'elle est construite sur de l'amour, pas sur du mensonge. Mars a laissé place à avril. Un matin, j'ai reçu une lettre. De l'école où je faisais du bénévolat. Je l'ai ouverte. Chère Madame Renaud, les enfants de la classe de CE1 ont voté. Et vous avez été élue meilleure lectrice de l'année. Ils adorent vos histoires. Ils disent que vous lisez avec votre cœur, que vous les faites voyager. Merci pour tout ce que vous faites. Vous êtes un trésor pour notre école. Avec toute notre gratitude. J'ai relu la lettre, les larmes aux yeux. Meilleure lectrice de l'année. Ce n'était qu'un titre, symbolique, sans importance. Mais pour moi, ça voulait dire tout. Ça voulait dire que ma vie avait un sens, que je n'étais pas seule, que je comptais. Ce jour-là, j'ai pris une décision. J'allais écrire mon histoire, pas pour publier, pas pour montrer, juste pour me souvenir, et peut-être, un jour, pour aider quelqu'un d'autre. Une femme qui traverserait la même épreuve. Une femme qui aurait besoin de savoir qu'on peut survivre, qu'on peut même renaître. J'ai commencé à écrire, chaque soir, quelques pages. L'histoire d'une femme ordinaire qui avait fait face à l'extraordinaire. L'histoire d'une mère qui avait dû choisir entre son fils et elle-même. L'histoire d'une femme qui avait appris que parfois, aimer, c'est laisser partir. Mais, un après-midi, Madame Blanchard a frappé à ma porte. « Léa, j'ai quelque chose pour vous. » Elle m'a tendu une petite boîte. « Qu'est-ce que c'est ? » « Ouvrez. » J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur, un ruban, bleu ciel, identique à celui que j'avais porté pendant 38 ans. « Madame Blanchard, je sais que vous en aviez un. Je l'ai vu sur vos clés pendant des années. » Elle a souri. « Et je sais qu'il s'est déchiré. Alors j'ai pensé, peut-être que vous voudriez en avoir un nouveau. Pour vous souvenir, j'ai pris le ruban. Doux, soyeux, intact. Merci. C'est magnifique. Vous savez, Léa, vous m'avez inspirée. Moi, oui. Elle a pris ma main. Vous m'avez montré qu'on peut être forte à tout âge, qu'on peut se tenir debout même quand tout s'effondre. Je n'ai fait que survivre. Non, elle a secoué la tête. Vous avez fait bien plus que ça. Vous avez vécu, vraiment vécu. Ce soir-là, j'ai détaché le ruban rouge de mes clés. Je l'ai plié soigneusement, rangé dans un tiroir. Il avait rempli son rôle. Il m'avait accompagné dans ma renaissance. Puis, j'ai attaché le ruban bleu, le nouveau ruban. Celui qui symbolisait le passé et le futur, la mémoire et l'espoir. Juin, Julien m'a annoncé une nouvelle. « Maman, j'ai rencontré quelqu'un. » Mon cœur a bondi. « Quelqu'un ? » ?»« Oui, une femme. Elle s'appelle Claire. Elle est professeure de français. Raconte-moi. » Il m'a parlé d'elle, simplement, honnêtement. Elle n'a rien de spectaculaire. Elle ne porte pas de sac de luxe. Elle ne vit pas dans une villa. Mais elle est vraie. Il a souri. « Oh, elle me regarde comme si j'étais quelqu'un de bien. Pas pour ce que je possède, pour ce que je suis. » Les larmes me sont montées aux yeux. C'est merveilleux, Julien. Tu voudrais la rencontrer? Avec plaisir. Dimanche prochain, pour déjeuner, j'ai hâte. Le dimanche, Claire est venue. Une jeune femme de 30 ans, cheveux châtains, sourire doux, yeux intelligents. Elle portait une robe simple, pas de marque, pas de strass, juste jolie. Bonjour, Madame Renaud. Julien m'a beaucoup parlé de vous. En bien, j'espère? Très bien. Elle a souri. Il dit que vous êtes la femme la plus forte qu'il connaisse. On a déjeuné ensemble. Claire était charmante, drôle, intelligente. Elle parlait de ses élèves avec passion, de ses projets avec enthousiasme. Et surtout, elle regardait Julien avec amour. Un amour vrai, simple, honnête. Après leur départ, je me suis assise sur le canapé. Les clés avec le ruban bleu étaient sur la table. Je les ai prises. Et j'ai pensé, merci, la vie. Merci d'avoir brisé Julien, pour qu'il se reconstruise. Merci d'avoir éloigné Amélie, pour qu'il trouve Claire. Merci d'avoir tout détruit,
pour que tout puisse renaître. Juillet, je suis retournée à Honfleur, pour quelques semaines, pour me ressourcer. Chaque matin, je me réveillais avec vue sur la mer. Je prenais mon café sur la terrasse, je lisais, j'écrivais. J'avais presque fini mon manuscrit, mon histoire. Un soir, assise sur la terrasse, j'ai relu les dernières pages. Et j'ai réalisé quelque chose. Cette histoire n'était pas juste la mienne. C'était l'histoire de toutes les femmes qui se taisent, de toutes les femmes qui se soumettent, de toutes les femmes qui oublient qu'elles existent. J'ai écrit la dernière phrase. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. Août. De retour à Paris, j'ai repris mon bénévolat à l'école. Les enfants m'ont accueilli avec des cris de joie. « Madame Léa, vous êtes revenue ?»« Oui, mes chéris, je suis revenue. » Ce jour-là, j'ai lu une nouvelle histoire, La Belle et la Bête. Et à la fin, une petite fille a levé la main. « Madame Léa, pourquoi Belle aime la bête? Parce qu'elle voit son cœur, pas son apparence. Mais la bête est méchante au début. Oui, mais elle change. » J'ai regardé la petite fille, et c'est ça l'important. Que les gens changent vraiment, pas qu'ils promettent de changer. Septembre, 1 an jour pour jour après le départ de Julien et Amélie. 1 an de transformation, de guérison, de renaissance. J'ai organisé un dîner, chez moi, Julien et Claire, Martine et son mari, Madame Blanchard. On a mangé, ri, parlé. À un moment, Martine a levé son verre. « Je voudrais porter un toast à Léa, la femme la plus courageuse que je connaisse. » « Je ne suis pas courageuse. »« Si. » Madame Blanchard a hoché la tête. « Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est d'agir malgré la peur. Et vous avez agi. » a ajouté Claire doucement. « Vous avez protégé votre dignité, vous avez sauvé votre fils, vous vous êtes sauvé vous-même. » Julien s'est levé. « Maman, je voudrais dire quelque chose. Tout le monde s'est tu. Il y a 1 an, j'étais perdue. J'avais tout gâché. Ma relation avec toi, ma vie, moi-même. » Sa voix tremblait. « Et tu aurais pu me rejeter. » Définitivement. « Julien, non, laisse-moi finir. » Il m'a regardé. « Tu ne m'as pas rejeté. Tu m'as juste forcé à grandir. Et aujourd'hui, je suis l'homme que je suis grâce à toi. » Il est venu m'embrasser. « Merci, maman. Merci à toi, mon chéri, d'avoir eu le courage de changer. » Ce soir-là, après le départ de tout le monde, je me suis assise sur le canapé. Les clés avec le ruban bleu étaient sur la table. Je les ai prises, et j'ai pensé à tout. À Alain, à mon passé, à mes épreuves. Mais surtout, j'ai pensé à l'avenir, parce que l'avenir maintenant m'appartenait. Pas à mon fils, pas à mes peurs, pas à mes doutes, à moi. Et j'allais le construire, comme j'avais construit cette maison, avec amour, avec patience, avec dignité. Octobre, j'ai reçu un message d'Amélie. Je ne l'avais plus eu de nouvelles depuis des mois. « Léa, je ne sais pas si tu liras ce message, mais je voulais te dire, je suis désolée, vraiment désolée. Je pars vivre à l'étranger, pour recommencer. J'espère que tu vas bien, et que tu seras heureuse. Tu le mérites. Amélie. » J'ai regardé le message, longtemps, puis j'ai répondu. « Je te souhaite de trouver ta paix, Amélie, où qu'elle soit. Léa. » Simple, sans rancune, sans haine, parce que je n'avais plus besoin de porter cette charge. Novembre. Julien et Claire m'ont annoncé qu'ils allaient se marier. On voudrait que ce soit simple, dans une mairie, avec juste la famille et les amis proches. C'est parfait. Et maman? Julien a pris ma main. J'aimerais que tu me conduises à l'hôtel. Mon cœur s'est gonflé. Vraiment? Oui, parce que tu es mon père et ma mère. Tu es tout. Les larmes coulèrent sur mes joues. Ce sera un honneur. Décembre. Le mariage a eu lieu un samedi après-midi, dans la mairie du 15e arrondissement. Julien portait un costume simple mais élégant. Claire, une robe blanche sans fioritures. Et moi, j'étais à côté de mon fils, fière, émue, heureuse. Après la cérémonie, on a fait une petite fête, chez moi, dans ma maison, désuète, avec mes meubles de brocante, dans cet appartement qui sentait la pauvreté. Et vous savez quoi? C'était la plus belle fête du monde, parce qu'elle était remplie d'amour, de rire, de joie, de vérité. Ce soir-là, avant de dormir, j'ai écrit dans mon journal « Aujourd'hui, j'ai vu mon fils se marier, non pas avec une femme qui le jugeait, mais avec une femme qui l'aimait. Et j'ai compris que tout ce que j'avais traversé, la douleur, la trahison, la solitude, avait un sens. Parce que si je n'avais pas dit non, Julien serait encore perdu. Si je n'avais pas posé des limites, il n'aurait jamais grandi. Si je ne m'étais pas protégée, je n'aurais pas survécu pour voir ce jour. Janvier, nouvelle année. Je suis allée au jardin du Luxembourg, mon endroit préféré, celui d'Alain. Je me suis assise sur le banc près de la fontaine Médicis, et j'ai pensé à lui. Tu vois mon amour, on a réussi. Notre fils est devenu un homme bien. Une brise douce a caressé mon visage, et j'ai senti sa présence, comme s'il était là, à côté de moi. Tu as bien fait, ma Léa. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose de profond, d'essentiel. On ne peut pas contrôler la vie, on ne peut pas contrôler les autres, on ne peut pas empêcher la douleur, mais on peut choisir comment on y réagit. On peut choisir de rester debout. On peut choisir de protéger sa dignité. On peut choisir de se respecter. Et c'est ce que j'ai fait. Pas parfaitement,
pas facilement, mais je l'ai fait. Et aujourd'hui, je suis là, vivante, libre, entière. Alors si vous m'écoutez, si vous êtes une femme qui se tait, une femme qui se soumet, une femme qui s'efface, écoutez-moi bien. Votre gentillesse est précieuse, mais elle ne doit jamais devenir de la faiblesse. Votre amour est magnifique, mais il ne doit jamais vous détruire. Votre générosité est noble, mais elle ne doit jamais vous vider. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de protéger ce qui vous appartient. Vous avez le droit d'exister, pleinement, entièrement, dignement. Et si les gens que vous aimez ne le comprennent pas, alors ce n'est pas vous le problème, c'est eux. Parce qu'aimer quelqu'un, ce n'est pas tout accepter. C'est respecter, protéger, grandir ensemble. Et si quelqu'un ne peut pas faire ça, alors ce n'est pas de l'amour. Aujourd'hui, j'ai 67 ans. Ma maison est toujours debout. Mes géraniums fleurissent toujours sur le balcon. Mon canapé bleu marine est toujours là. Et moi aussi. Je suis toujours là. Plus forte qu'avant. Plus sage qu'avant. Plus libre qu'avant. Et si mon histoire vous a touché, si elle vous a aidé à voir quelque chose, à comprendre quelque chose, à changer quelque chose, alors tout cela aura eu un sens. Parce que c'est ça, la vraie victoire. Pas de détruire ceux qui nous ont fait du mal, mais de se reconstruire soi-même et de transformer la douleur en sagesse. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir partagé ce chemin avec moi. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Je prends mes clés, celles avec le ruban bleu, le ruban du renouveau, de l'espoir, de la mémoire. Je les serre dans ma main et je souris parce que je sais maintenant. Je sais que la vie continue, que les blessures guérissent, que l'espoir renaît, toujours. Et vous, où que vous soyez, quelle que soit votre épreuve, souvenez-vous de ceci. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Vous méritez mieux que ce que vous acceptez. Et vous avez le droit de dire « assez ». Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt pour une nouvelle histoire, une nouvelle femme, une nouvelle leçon.